C'est parti, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Sarah d'être ici avec nous aujourd'hui, bienvenue. Merci de me recevoir. C'est Objectif SRPE et Passion Pédagogique. Ouais, effectivement, on est trop contente d'avoir cette occasion d'échanger avec toi sur ton sujet de thèse dont on va beaucoup parler aujourd'hui pendant cette conversation pédagogique. Qu'effectivement, comme Sarah l'a dit, vous êtes très nombreuses et nombreux parce que vous êtes à la fois venus par Objectif CRPE qui est donc notre préparation au concours de professeurs des écoles. Donc certains d'entre eux, Sarah, sont des personnes en reconversion ou en master qui vont passer le concours. Reconversion comme toi, on va y revenir. Oui. Toi aussi, tu te destinais pas forcément à être prof et puis finalement t'as eu le coup de cœur. Et puis d'autres personnes via Passion Pédagogique et notre programme de formation continue des professeurs. Donc d'autres personnes sont venues par ce biais-là et donc eux sont professeurs en exercice et donc hyper intéressés, je pense, de savoir comment, à travers tes travaux de recherche, tes expérimentations, ils peuvent venir un peu étoffer leurs cours autour des compétences psychosociales, leurs cours de français, leurs pratiques pédagogiques de manière générale. Voilà, on va en parler, mais l'idée de ce live, c'est que tu nous présentes tes travaux de recherche et puis plus généralement ton parcours, et aussi que les personnes qui nous écoutent et qui enseignent ou qui vont bientôt enseigner ressortent avec des idées pratiques, plein de choses à mettre en place dès demain matin dans leur classe. Parfait. Ça te va? Ça me va très bien comme programme. Avant qu'on démarre, Sarah, on va vérifier que les gens nous entendent et nous voient bien. J'ai l'impression que ça marche. On reçoit ici donc le chat. Vous êtes partout, vous êtes sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. Donc on a sur mon écran un chat, donc vraiment n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour Sarah. L'idée c'est que ça va être un échange, un dialogue où je vais évidemment lui poser beaucoup de questions, mais voilà, n'hésitez pas à intervenir pour nous dire un petit peu ce que vous avez envie d'entendre. Je remercie Sarah, notre Sarah qui est ma collègue, qui est dans le chat de Facebook et qui est là aussi pour répondre à vos questions, notamment si vous avez plutôt des questions par rapport à la prépa, Objectif CRPE ou à Passion Pédagogie, les formations continues. C'est le rôle de Sarah dans le chat de Facebook de vous répondre. Donc vraiment n'hésitez pas, l'idée c'est que ce soit interactif et comme d'habitude ce live sera disponible en replay autant que vous voulez. Voilà, je vois qu'il y a déjà du monde. Regarde Sarah, il y a Coco, Anne-Hervé, Lizou, Céline dans le chat et tant d'autres. Merci beaucoup de vos petits messages et puis on va pouvoir démarrer si ça te va. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Et peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ta thèse, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, parce que comme je disais tout à l'heure, tu as eu un parcours qu'on pourrait qualifier d'atypique, avec des études pas forcément liées avec l'éducation, prof dans plein d'environnements différents. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie? Exactement. Alors aujourd'hui, j'ai 32 ans. Ça cadre déjà. Et donc après mes études, j'ai fait une prépa littéraire, ce qui aura son importance par la suite, voilà. Et ensuite, je suis rentrée en école de commerce. J'ai fait un double diplôme avec Sciences Po. Okay. Et donc durant ces études, on fait des stages en entreprise, dans la fonction publique. Et juste après mes études, en fait, tout de suite après, j'ai bifurqué, je suis devenue enseignante. Ok. Donc pendant 2 ans, j'ai été enseignante, j'ai même passé le CAPES. Enseignante de français, du coup? Exactement, enseignante de français et de latin. Donc enseignante de lettres classiques. Donc on dit lettres classiques, dans le secondaire. Pendant 2 ans. Ensuite, je suis partie pendant 2 ans travailler en Afrique, en gestion de projets éducatifs. Donc pour justement mêler cette passion pour l'éducation et renouer un peu avec mon background plus école de commerce, Sciences Po. Et ensuite en 2020, je suis revenue de nouveau en France enseignante et à côté, je suis entrée en thèse. Donc là, c'était un peu approfondissement vraiment de mon parcours parce que donc j'étais enseignante à temps partiel, je suis aussi devenue formatrice dans l'éducation nationale et j'ai fait une thèse en sciences de l'éducation que j'ai clôturée et soutenue du coup en fin 2023. Ouais, c'est récent. Bravo pour ce parcours hyper riche. Il y a plein de questions qui me viennent. Du coup, comment, peut-être pour reprendre un peu chronologiquement, comment t'es venue l'idée, l'envie d'enseigner? Parce que quand on a fait une école de commerce, Sciences Po, il y a certaines personnes qui enseignent, mais c'est pas forcément les métiers dont on parle le plus dans ces études et qui viennent le plus naturellement en tête. Qu'est-ce qui t'a un peu donné envie de t'orienter vers l'enseignement? Oui, alors pas du tout, j'étais pas destinée à faire ça et j'y pensais absolument pas avant d'être en école de commerce. Même avant la dernière année. Alors il y a eu plusieurs facteurs. Le premier, c'est que du coup, en école de commerce, on fait pas mal de stages. Et je faisais des stages qui en soi étaient prestigieux, intéressants, mais ça correspondait pas forcément à mon tempérament, à mon caractère d'être assise derrière un bureau toute la journée. Je trouvais que ça manquait un peu d'interaction sociale et d'humain. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison,
c'était aussi que même je savais très bien que j'étais utile dans ces métiers. Donc je travaillais un peu en banque, mais aussi beaucoup dans des projets d'infrastructure. Donc je voyais mon utilité, mais je la trouvais assez loin dans le temps. Et je voyais pas trop les résultats, et ça me plaisait pas Ouais, voilà, tu voulais voir un impact immédiat. Voilà, je voulais avoir, voilà, j'avais besoin de voir un impact plus immédiat, et j'avais aussi envie de me sentir un peu plus vibrer. Et donc, parfois, quand j'étais en classe, en école de commerce, quand je m'ennuyais, en cours de supply chain, voilà, par exemple. Ça me rappelle aussi des souvenirs, voilà. Je me disais. Supply chain, pour ceux qui connaissent pas, c'est la logistique. Exactement. C'est un très beau métier, mais effectivement pas forcément fait pour tout le monde. Voilà. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je devrais arrêter, faire un master de lettres et devenir prof de français. Donc ça cogitait dans ma tête. C'est déjà, ouais. Exactement. Et je donnais des cours particuliers, je voyais que j'adorais ça. Rien à voir avec être enseignante, mais quand même, voilà, j'étais une grande lectrice, j'ai fait une prépa littéraire. Et en fait, dernière année d'études, donc j'étais en plein questionnement existentiel. Et là, il y a une association qui se crée, qui à l'époque s'appelait Teach for France, qui maintenant s'appelle Le Choix de l'école, et qui accompagne en fait des jeunes actifs qui veulent se reconvertir dans l'enseignement, notamment en éducation prioritaire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le signe que m'envoie le destin, que cette association se crée cette année-là, parce que comme ça me donne l'opportunité de tester ce métier de manière encadrée. Parce que cette association, même si on travaille dans le public, nous forme voilà, au premier geste professionnel. Ouais. Donc c'est comme ça que je suis devenue enseignante. C'est ça, contractuel du coup au début avec l'association, et ensuite où tu as très rapidement passé le CAPES. Exactement. Ouais. Donc je m'étais dit, ça me permet de tester rapidement et me laisser du temps pour réfléchir. En fait, j'ai tout de suite adoré le métier et j'ai passé le CAPES la première année. Je pense qu'il y a plein de gens qui t'écoutent, à qui ça doit parler, tout ce que tu as dit, hein, à la fois peut-être une envie de changer de métier ou changer de voie parce que de trouver un peu de sens ou d'impact. Il y a des gens, je sais, qui nous écoutent, qui commencent en tant que contractuels et puis après veulent se pérenniser parce que c'est un magnifique métier, donc hyper intéressant. Et du coup, après ça, tu as complété avec l'Afrique. Est-ce que tu peux nous dire, on est un peu curieux, est-ce que la manière d'enseigner là-bas, ce que tu as pu observer de pratiques éducatives, système éducatif, est-ce que tu as été surprise? Est-ce que ça a un petit peu enrichi ce que tu as fait par la suite? J'imagine que c'est un pas de côté un peu intéressant. Ouais. C'était un décentrement par rapport à la France, parce que moi j'ai toujours été élève à l'école publique française, et j'ai enseigné à l'école publique française, donc je connaissais presque que ça en fait, en tout cas pour le primaire et secondaire. Et donc en Afrique, j'ai travaillé à la fois en Afrique du Sud, donc je gérais aussi l'Afrique de l'Ouest, puis au Sierra Leone. Et donc en fait, ouais. Et donc j'ai découvert en fait des programmes scolaires différents, et donc même si j'étais pas enseignante à ce moment-là, j'allais beaucoup dans les salles de classe. Et donc alors j'ai vu plein de choses. Donc premièrement, j'ai découvert d'autres curriculums, donc d'autres manières de penser les programmes scolaires, notamment le programme de l'IB. Je sais pas si tu connais, c'est le bac international. Ok, d'accord. Qui se fait partout, qui existe en français, en anglais, en espagnol. Et c'était hyper intéressant parce que les épreuves et les disciplines sont pas les mêmes. Donc, un exemple très précis, au bac, ils ont une discipline dans leur tronc commun qui s'appelle CAS. Donc, c'est un acronyme pour dire créativité, action, service, où les élèves doivent construire un projet dans lequel ils doivent être créatifs. Qui est une action au service de leur communauté. C'est génial. Ouais, c'est génial. Et du coup, ça c'est pas du tout la conception française des programmes. Non, mais c'est un mix EMC, éducation morale et civique. Ouais, EPI, exactement. Il y a des choses, mais ça c'est une matière fondamentale, par exemple. Ouais, ok. Et donc, quoi apprendre, de ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et ça, c'était intéressant. Et sinon, j'ai aussi visité des classes, notamment au Sierra Leone, où c'est un pays qui est quand même très pauvre. Donc, alors là, on n'a pas d'outils numériques, on n'a pas de TNI ou autre. C'était vraiment, il peut y avoir des bancs en bois, pas d'électricité. Et pourtant, j'ai vu des profs faire des trucs vraiment géniaux. Avoir une super relation avec les élèves, vraiment les impliquer. Je me souviens d'un cours de maths où ils utilisaient leur corps et leurs mains à fond pour conceptualiser des choses en géométrie. Okay. Et vraiment avec une écoute très active. Et j'avais été vraiment bluffée. Et je me suis quand même dit, après ça, en fait, qu'on soit en France, en Afrique du Sud, au Sierra Leone, avec un public favorisé ou défavorisé, un élève reste toujours un élève, et ce qu'il faut, c'est poser un cadre qui va être clair et positif, donc avoir une bonne relation avec l'élève pour pouvoir l'engager dans la tâche et être très clair sur ses objectifs. Donc, évidemment, après, si on a plus d'outils, ça nous aide, mais c'est ça le fondamental qui fait qu'on va réussir ou pas notre mission éducative. Ouais, mais c'est hyper intéressant que tu remettes ça vraiment au centre, parce que justement, parfois, avec plein d'outils, on peut tenter d'empiler plein d'outils, de ressources qu'on va trouver à droite à gauche ou que nous donne, et on peut se perdre. On peut se perdre et oublier qu'en fait tout part d'un objectif. Et exactement. Quand on a les idées claires, même si on n'a pas trop d'outils, ça marche quand même. Ouais, c'est hyper intéressant. Et donc ça a un peu
structuré, ou est-ce que c'est là qu'il y a eu les prémices de cette envie de faire de la recherche, de travailler avec des enseignants, de faire un peu avancer la science de l'éducation? D'où c'est venu après? Exactement. Alors en fait, après l'Afrique, je me suis rendu compte que il y avait plein de manières différentes d'enseigner, d'aborder l'élève, et puis même moi en étant enseignante en France et en parlant à des gens d'éducation, je pense que ça fait la même chose à tout le monde. En fait, on voit que chacun a des grandes convictions et des grandes croyances sur comment doit fonctionner l'école. Et je me suis dit, bon bah oui, ça c'est normal, on a tous été élèves, mais en fait, qu'est-ce qui marche vraiment et comment est-ce qu'on peut produire de la connaissance solide et fiable en éducation? Au-delà de nos peut-être idées reçues, impressions. Exactement, préconceptions. Parce qu'en plus, c'est naturel, hein, c'est humain de les mettre dans son enseignement oui, de répliquer sa propre expérience, alors que même qu'on était enfant, que ça peut dater d'il y a 10, 20, 30, 50 ans. Donc il y avait ça d'un côté, et de l'autre, je voyais bien qu'au long terme, les postes qui m'intéressaient quand j'étais sur le continent africain, donc de direction pédagogique ou dans des grandes institutions, ce qui me faisait rêver, je voyais bien que c'était des postes qui nécessitaient un doctorat. Donc je me suis dit, mais en fait, mon envie de creuser comment on obtient de la connaissance solide et fiable en éducation, elle coïncide avec des boulots qui me donneraient envie peut-être en long terme. Oui, c'était pas juste un moyen en vue d'une fin. Non. Ce qui aurait pu fonctionner, mais peut-être être un peu plus pénible de le process. Oui. C'est déjà la thèse était une fin en soi pour toi et qui en plus... Exactement. En fait, ça m'ouvrait des horizons, mais je me suis pas dit c'est un préalable obligatoire parce que je veux être enseignante chercheuse et travailler à la fac. C'était pas du tout ça. C'était plutôt, je suis entrée dans l'éducation, ça me passionne. J'étais un peu enseignante, j'étais un projet éducatif en Afrique. Je veux continuer à creuser cet écosystème et à mieux le comprendre. Ok, super intéressant. On reviendra peut-être tout à l'heure concrètement s'il y a des questions dans le chat, s'il y en a qui s'intéressent un peu à un doctorat, parcours de thèse, sur concrètement comment on s'y prend. Peut-être qu'on peut rentrer, parce que tu commences à parler de ta thèse un peu dans le concret, le thème. Est-ce que tu peux nous rappeler le thème et nous dire... d'où est venue cette idée? Pourquoi ce choix? Alors, oui, complètement. Donc moi, le titre de ma thèse, c'est les effets de la lecture littéraire sur l'empathie et la théorie de l'esprit des élèves. Donc là, comme ça, ça peut sembler... Trois gros concepts que tu vas nous expliquer tout à l'heure. Okay. Donc, en gros, mon idée, c'était de voir est-ce que par la lecture, en contexte scolaire, on peut développer des compétences psychosociales des élèves. Et grosso modo l'empathie. Okay. Et donc comment m'est venue l'idée de ce sujet? En fait, moi quand je suis rentrée en thèse, j'ai voulu vraiment construire moi-même mon sujet. Parce que je savais bien que s'engager 3 ans sur un sujet que je choisis pas, ça peut paraître un peu long. C'est forcément 3 ans une thèse. Hein, c'est minimum 3 ans. Ah ouais. Donc plus long. Ah oui, en sciences humaines et sociales, donc ce qui est mon cas en sciences de l'éducation, c'est plutôt en général 4-5 ans même. Wow. Donc il faut quand même apprécier son sujet. Et vraiment y trouver un intérêt fort pour travailler dessus longtemps. Donc moi je me suis dit je veux construire mon sujet, et ce qui m'intéresse c'était 3 choses. Déjà je voulais une thèse où j'expérimentais. Donc avec les enseignants, parce qu'on peut faire une thèse en comparant des programmes scolaires par exemple. Donc mais non, moi je voulais une thèse avec de l'humain et du concret. Donc ça c'était très important, et être dans la salle de classe. Après je voulais travailler sur la lecture, qui est quand même ce qui m'a emmené à l'enseignement, et je voyais bien que la lecture elle permet aussi la construction de soi et son identité. Donc ça c'était important. Et 3e point, je voulais travailler justement sur ces fameuses compétences transversales que sont les compétences psychosociales. Et on commençait vraiment beaucoup à en parler. Et moi je sentais bien dans mon enseignement qu'il y avait un lien en fait entre les deux. Ouais, et donc je me suis dit intuition que voulu... Compétences psychosociales, est-ce que tu peux définir un petit peu de quoi on parle pour ceux qui nous écoutent? Alors les compétences psychosociales, ça regroupe toutes les compétences qu'on met en œuvre dans notre vie sociale et qui participent au bon déroulé de nos interactions sociales. Okay. Donc là par exemple, pour que ça se passe bien mon interaction avec toi, il faut que je communique efficacement. Là c'est un live, donc il faut que j'apprenne à gérer mon stress, à gérer mes émotions, à avoir de l'empathie, etc. Ouais, c'est hyper varié en fait. On n'y pense peut-être pas, mais c'est ça, ne serait-ce que pour l'interaction qu'on est en train d'avoir. Il y a plein de zones de ton cerveau ou d'émotions diverses qu'il faut arriver à... C'est ça. Exactement. Donc c'est toutes les compétences qui font qu'en fait on arrive à vivre en société avec autrui, et pour lesquelles et qui font que ça se passe bien. D'accord. Donc c'est vraiment orienté sur les autres. Est-ce qu'il y a aussi une dimension relation avec soi-même, ou là c'est un autre champ de la recherche? Si. Alors il y a aussi relation avec soi-même, parce que ça identifier ses émotions, c'est aussi savoir les nommer, les identifier et les gérer. Donc c'est avec soi-même, mais ça permet aussi d'avoir des meilleures relations avec les autres. Donc il y a évidemment un pôle réflexif et introspectif et sur soi-même, mais qui permet en fait d'aller vers l'autre en fait de manière
harmonieuse, exactement. Ok, super intéressant. Donc ouais, c'est de la psychologie, du relationnel. Complètement, exactement, c'est ça. Encore à travers la lecture. Et voilà, et moi je voulais lier ça à la lecture. Ok, lecture littéraire, tu disais, donc si on revient un peu sur l'intitulé de ta thèse, donc lecture littéraire pour l'empathie et la théorie de l'esprit. Lecture littéraire, tu peux nous dire un peu alors en fait lecture est littéraire, oui c'est ça. Alors en fait de quoi est-ce qu'on donc là la lecture littéraire c'est quelque chose de très précis dans ma thèse et en fait c'est venu beaucoup plus tard dans la conception de mon sujet. Ok. Au début tu disais lecture tous azimuts, c'est ça? Exactement. Moi je me suis juste dit la lecture tous azimuts, ça va marcher et les compétences psychosociales. Et j'ai quand même resserré sur 2 compétences psychosociales précises. Ça peut-être le coup de le dire ici, qui sont l'émotion, l'empathie et la théorie de l'esprit. Donc, je pense que empathie, tout le monde a déjà entendu parler de ce terme, et théorie de l'esprit, un peu moins, j'imagine. Et en fait, c'est normal parce que dans le langage courant, commun, on met les deux sous le même terme. Okay. Donc, se mettre à la place d'autrui. Donc, ça, c'est le terme, voilà, quand je me mets dans tes baskets, dans tes chaussures, voilà, voilà, c'est l'empathie. Et en fait, il y a 2 manières différentes de faire. Soit ce qu'on appelle stricto sensu l'empathie, soit la théorie de l'esprit. Donc, l'empathie stricto sensu, c'est le fait que moi, je vais ressentir tes émotions en te parlant. Là, je sens que t'es très joyeuse, et ben, je vais partager ta joie. Donc, je vais vraiment ressentir ta joie, ou ta peine, ou ta colère, en étant conscient que cette joie, elle vient d'autrui, elle vient de génie. Une compassion, ou c'est encore un peu différent, empathie, compassion, je sais pas si. Alors, souvent, on dit, compassion, tu vas sentir quelque chose pour quelqu'un, donc tu vas peut-être avoir de la peine parce qu'il est triste, tu vois. Ah oui, tu vas vraiment t'approprier. Alors que l'empathie, c'est exactement la même émotion que l'autre. Tu vois, toi tu vas arriver, tu vas me dire j'ai eu mon CRPE et tout, et moi je sais comment t'as travaillé, je sais que t'es super joyeuse et je vais partager ta joie. Ouais, tu vas l'être aussi, quoi. Exactement, je vais être joyeuse avec toi. Ouais, c'est même un cran au-dessus presque, hein. En fait c'est juste que par rapport à la compassion, c'est que là c'est exactement la même émotion. Quand je fais preuve d'empathie, j'ai la même émotion que l'autre, qui est répliquée, alors qui va être moins forte. Ma joie de savoir que toi t'as obtenu le CRPE, elle sera, j'imagine et j'espère, moins forte que ta propre joie de l'avoir eu. Mais c'est ça, c'est le fait de vraiment ressentir comme toi. Okay. Alors que la théorie de l'esprit, ça va pas être ça. Ça va être en fait, je me plonge dans tes états mentaux. C'est-à-dire que je vais me rendre compte que là t'arrives, t'as ton diplôme et tu souris. Je vais me dire là Eugénie, elle a de la joie. Et je vais m'adapter à cette joie. Donc je vais comprendre que tu es joyeuse et je vais m'adapter. Alors ça marche mieux si je te dis je vais comprendre que tu es triste ou en colère et je vais m'adapter, mais je vais pas ressentir ta tristesse ou ta colère. Et donc pour donner un exemple encore plus concret, ça va être celui du vertige. Par exemple, moi j'ai pas de vertige, je fais l'escalade, etc. Donc j'ai pas de vertige. Donc si toi t'as le vertige, et ben je pourrais jamais être en empathie avec toi au moment où tu as le vertige parce que je ne ressentirai pas ce que tu ressens. En revanche, si on va en randonnée ensemble en montagne, je peux peut-être me dire, en faisant preuve de théorie d'esprit, oulala, ce chemin-là que je compte prendre, en fait, il est escarpé, il a flanc de falaise, c'est pas cool. Eugénie va avoir le vertige. Donc je fais une inférence. Un très bon exemple parce que c'est vrai. Donc merci. Voilà. Et donc je vais m'adapter donc en m'étant initiée dans tes états mentaux mais sans ressentir le vertige, en disant là elle aura le vertige donc je m'adapte. Mais sans ressentir, tu vois. Donc c'est beaucoup plus cognitif en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai utilisé le mot intellectuel, c'est que exactement, mais cognitif, c'est ça. Là où l'autre, c'est vraiment l'émotion. Émotionnel, affectif. Voilà. Ok. Super intéressant. Ouais. Et en fait, souvent quand on dit à quelqu'un tu manques d'empathie, dans la vie quotidienne, en fait on dit il manque de théorie de l'esprit, il a pas compris ce que l'autre ressentait. Ouais, parce que finalement, est-ce qu'on a besoin, enfin ça c'est peut-être dans les conclusions que t'as eues, mais est-ce qu'on a besoin de développer les deux chez nos élèves, chez nous-mêmes, dans la société? Est-ce que tu me diras, ça dépend des situations ou au contraire l'un est préférable à l'autre, tu vois? Est-ce que du coup ta thèse t'a permis d'avoir une conviction sur la nécessité de développer ces deux compétences-là en particulier? En tout cas, les deux existent chez l'être humain, donc les deux ont quand même une utilité et nous rapprochent de l'autre, mais notamment par la lecture, la littérature scientifique est beaucoup plus robuste dans ses études sur le fait que c'est possible de développer, notamment en contexte scolaire, et c'est ce que aussi j'ai montré, la théorie de l'esprit chez les élèves. C'est peut-être moins le rôle ou le propos ou de la littérature et de l'école de développer ton empathie sur le champ émotionnel et plus de le développer sur l'aspect cognitif. Oui, alors sur le rôle de l'école, ça va être aussi ça, c'est un débat, notamment un peu un débat actuel sur le rôle des CPS à l'école. Ouais. Mais quand même, quand on lit, et ça on peut y revenir sur le sujet, en fait, on a quand même de l'empathie parce que on fait les deux en fait. Il y a besoin des deux. On a besoin de théorie de l'esprit parce que parfois il y a des blancs dans l'histoire qu'on doit combler et on doit se dire, on doit imaginer ce qu'a ressenti le personnage, ce qu'il a pensé, ses croyances, ce qu'il a envie de faire. Donc là, on peut marcher à fond notre théorie de l'esprit, mais on est obligé de la mobiliser.
pour faire ses inférences, sinon ça marche pas. Pour combler les blancs dans l'histoire et avoir une représentation mentale. Mais en même temps, quand on lit vraiment une histoire et qu'on est impliqué dedans, et ça je pense que chacun se reconnaîtra à un moment ou à un autre, parfois on s'identifie vraiment aux personnages et on ressent leurs émotions. Avec eux, on pleure avec eux. Enfin, parfois, si on est engagé dans un livre, on peut avoir les poils qui se dressent, le cœur qui s'emballe, pleurer, et on peut aussi, voilà, être en empathie fictionnelle avec les personnages. Donc en fait, la lecture, elle mobilise ces deux compétences. Ok, donc ça c'est sûr. Permet de les développer. En tout cas, elle les mobilise, ça c'est sûr, on les utilise. Okay. Mais là, moi, ma recherche, un peu sur, j'avance un peu sur la conclusion de la recherche. Non, t'as raison, mais voilà. Ouais. Parce que moi, je me suis bien dit, et la recherche montre très bien, on voit bien en fait quand on lit, on mobilise ces deux compétences. Et moi, je me suis dit, mais certes, on les mobilise, mais est-ce qu'on pourrait pas les développer en fait à l'école? Pardon, je me rends juste compte que il y a un petit problème de connexion. Je viens de voir dans le chat. J'étais passionnée par ce que tu disais, Sarah, et du coup, j'ai pas regardé le chat. Est-ce que ça va mieux? Je vois que dans le chat, il y a des bugs. On dit qu'il faut actualiser. Est-ce que ceux qui ont actualisé nous entendent mieux avant qu'on avance un petit peu dans cette discussion passionnante? N'hésitez pas à nous dire. Hein, et désolé, merci Sarah dans le chat d'avoir réagi. Attends, je regarde parce que là je vois plus de réaction. Bon. Et pendant ce temps, quelqu'un disait le fait d'avoir la même émotion, c'est la sympathie. En fait, justement en psychologie cognitive, on distingue vraiment les deux. Et il y a des articles, d'ailleurs si la personne est intéressée, je pourrais toujours vous les envoyer. Ouais, carrément. Mais on distingue vraiment ça. C'est et surtout en anglais on dit feeling with someone. C'est vraiment l'empathie. J'ai la même émotion. Et feeling for someone, ça va être la compassion en négatif ou la sympathie en positif. D'accord. Voilà. Ok, bah merci Renelle pour cette question et n'hésitez pas, comme on disait, à en poser, à intervenir. Je vois Laïla qui intervient en disant difficile pour les gens qui se laissent déborder par les émotions, qui ont besoin de rester à distance. Peut-être qu'on pourra l'évoquer un peu tout à l'heure, notamment dans une posture d'éducateur aussi, comment tu aides peut-être les élèves à gérer leurs émotions à travers ça. Peut-être qu'on peut y revenir tout à l'heure quand mais ça c'est une vraie question, même quand on est enseignant, et c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Quand on n'arrive plus à faire écran et à se couper, et que en fait notre empathie elle nous développe, enfin voilà, ça nous dévore. Ouais, donc dans l'éducation au CPS et à l'empathie, il y a peut-être la développer chez certains et mettre des limites aussi. Et là, c'est ça, complètement. La reculer chez d'autres. Ça, c'est quelque chose sur lequel aussi tu as travaillé. Alors pas exactement dans ma thèse, mais évidemment quand on défriche le terrain. Donc là, on voit bien qu'on joue beaucoup sur les mots, et que dans le chat, il y a les mots ah oui, mais c'est la sympathie, la contagion émotionnelle, la compassion. Donc on catégorise bien qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est important de bien cadrer le terme d'empathie, pour dire en fait l'empathie justement c'est pas de la sympathie ou de la compassion, mais c'est pas non plus la contagion émotionnelle. Le fait de se laisser embarquer, non, c'est quelque chose qu'on arrive à moduler, c'est une capacité qu'on module, et on est très clair sur mettre une limite. Contrairement à la contagion émotionnelle, on se laisse déborder. Ok, super intéressant. Pour revenir à, donc tu parlais de ton sujet de thèse, donc lecture littéraire et empathie. Donc lecture littéraire, tu parlais de récits, romans, etc. Donc c'est quel type de lecture est impliqué là-dedans, et est-ce que tu peux nous parler un peu des expérimentations que tu as menées autour de ce sujet? Donc en fait, ici, quand je dis lecture littéraire, c'est pas le fait de lire la littérature. C'est une approche spécifique de la lecture en contexte scolaire. Alors pourquoi j'y suis arrivée déjà juste, c'est parce que donc on a vu que la lecture, ça mobilise l'empathie et la théorie de l'esprit. Moi je me suis dit, mais alors est-ce que on peut aller plus loin de dire juste on les utilise en lisant? Est-ce que en fait en lisant on peut les renforcer, les développer? Et il y a beaucoup de recherches scientifiques sur le sujet, et ils nous disent oui, c'est possible à certaines conditions. Il faut que le lecteur il soit vraiment impliqué subjectivement, émotionnellement dans sa lecture. Il faut qu'il ait envie et qu'il s'initie dans les états mentaux du personnage, qu'il vraiment il fasse des projections, il prédise, il se dise qu'est-ce qui va se passer après, etc. Et que si on est dans un collectif, qui discute avec les autres de sa lecture, qu'il y ait des échanges intersubjectifs. Okay. Donc je me suis dit ok, super comme résultat, mais alors comment ça peut se transposer à l'école? Ouais, c'est ça, parce que c'est comme si tu donnais la réponse, mais quelque chose, toi, ce qui te oui, il faut contextualiser à l'école, on pourrait dire même didactiser. Et c'est là, en fait, que j'ai fait la découverte en me disant, mais en fait, toutes ces conditions qui font que ça peut marcher, elles se retrouvent dans une approche de la lecture, en contexte scolaire, qui s'appelle la lecture littéraire. Okay. C'est comme ça que ça arrivé. C'est arrivé ensuite. Alors, c'est quoi la lecture littéraire? Donc, c'est une approche qui est préconisée par les chercheurs en lecture, mais depuis une vingtaine d'années, et également par les inspecteurs, sur comment on doit aborder le texte en contexte scolaire. Et ils nous disent, et qu'est-ce que ces inspecteurs et surtout les chercheurs qui travaillent dessus nous disent?
Ils me disent que pendant très longtemps à l'école, on a abordé la lecture de manière un peu désincarnée, en demandant aux élèves tout de suite d'analyser les textes, de travailler sur les figures de style, sur les genres littéraires, sans leur demander en fait mais comment ils reçoivent le texte effectivement. Est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé? Est-ce qu'ils aimeraient être amis avec le personnage? Quelle émotion ça leur procure? Est-ce qu'ils ont trouvé ça beau ou pas? Bref, le lecteur réel, comment il reçoit. Et donc l'idée c'est de revaloriser cette posture du vrai lecteur, ce qu'on appelle le sujet lecteur, donc de l'élève, comment est-ce que vraiment lui il a reçu le texte. Et donc on nous dit, dans la lecture littéraire, il faut dans la même séance des moments où on va valoriser ce sujet lecteur, donc une posture impliquée subjective de lecture. On va demander à l'élève lecteur qu'est-ce qu'il a pensé du texte d'un point de vue émotionnel, axiologique, esthétique, voilà. Axiologique sur les valeurs et la morale. Okay. Voilà. Ce qu'il aurait fait comme le personnage, est-ce qu'il trouve qu'il a bien agi le personnage ou pas? Presque comme un ami ou comme exactement. s'il observait, comme l'impliquer dans une exactement. société réelle presque. Parce que nous quand on lit, on se pose ces questions-là en fait. Nous lecteurs à la maison, moi quand je lis mes romans, je me dis ça, je dis Aurélien d'Aragon vraiment, c'est vraiment un sale type, je veux pas être copain avec lui. Enfin voilà. C'est vrai, on le conscientise pas forcément. Exactement. Mais en fait un lecteur expert s'implique énormément. Ouais. Donc il y a ce moment-là qui est souvent oublié et il faut ce moment-là, mais il faut aussi bien sûr le moment où on va avoir une posture qui va être plus analytique, plus distanciée, où là on va inculquer à l'élève des savoirs littéraires. Évidemment. Mais l'idée, c'est d'osciller, en fait, entre ces deux postures pour l'élève et pas être tout le temps dans une posture distanciée. Et l'exemple qu'on prend souvent, et qui se passe dans la salle de classe, c'est typiquement les comédies de Molière. On peut étudier, en fait, en primaire, jusqu'à l'université. Et donc, on va regarder une captation où on va lire une scène et dans la classe il va rien se passer quoi. Il y a même pas un sourire, encore moins un éclat de rire. Je l'ai vécu aussi en tant qu'enseignante effectivement. Voilà. Et tout de suite après on va dire ce texte c'est une comédie. On va regarder les ressorts comiques du texte. Mais là les élèves il y a un peu une dissonance, une dichotomie par rapport à leur vécu. J'ai pas rigolé mais on me dit que c'est drôle et on me dit essaye de trouver pourquoi alors que moi ça m'a même pas exactement. rigolé, et donc ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc l'idée c'est de toujours partir du vécu de l'élève. Quitte à lui dire, voyez, en fait, là, vous trouvez pas ça drôle, alors on va essayer de le lire d'une manière drôle, ou on va voir, en fait, à l'époque, ils trouvaient ça super drôle, les gens. On va essayer de voir pourquoi ils trouvaient ça drôle à l'époque et plus nous, pour aller fouiller après. Mais, donc, de toujours partir du point de vue impliqué pour aller vers le distancié. Pour donner, en fait, un peu du sens aussi à cette, analyse plus approfondie, et le fait d'utiliser après du savoir technique ou littéraire. Et pas de juste, avoir le prof qui arrive avec sa lecture savante, sa lecture experte et qui dit voici comment il faut lire le texte. Ça, je vous le dis, c'est une comédie. Ouais, très clair. Qui peut être parfois, et on le disait tout à l'heure, comme c'est parfois une manière dont ça nous a été enseigné. Ah bah oui, on réplique, bien sûr. On réplique, en plus on comprend mieux avec notre recul et notre savoir d'adulte, tout ce qu'on a appris en formation, en prépa. Ah oui. Et on oublie presque que même nous, on a un plaisir à lire et comment le transmettre. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que plein de gens disent je suis devenue prof, notamment dans le secondaire en français, parce ils ont cet amour de la lecture, et en fait, en classe, ils retrouvent plus ces moments de joie, et avec les yeux écarquillés, de plaisir, en fait, de la lecture. Et donc, par la lecture littéraire, en fait, on revalorise ce pôle du sujet lecteur, donc du sujet vivant, humain qui reçoit le texte, et c'est bénéfique à tous les égards, d'ailleurs, nous disent les chercheurs, parce que ça donne sens pour aller ensuite vers quelque chose de plus distancié, d'analytique, et ça donne envie de lire après aussi aux élèves à plus long terme, parce que nous notre objectif c'est pas juste qu'ils réussissent à passer en 6e et qu'ils aient une bonne note au brevet, c'est aussi que la lecture ça participe à la construction, à leur compréhension du monde et à leur construction de leur identité. Ce qui est d'ailleurs écrit dans les programmes de cycle 3 hein. C'est ça, et donc faut trouver la jonction, et ce que je trouve hyper intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que ça a l'air de remplir quelque chose entre une lecture purement analytique, qui a énormément de vertus bien sûr, mais qui permet pas de s'impliquer comme lecteur, et des dispositifs comme Silence on lit, que peut-être certains d'entre vous enseignants connaissent ou vont connaître, des dispositifs il faut ramener les élèves à la lecture, donc on va sacraliser un quart d'heure par jour ou par semaine, où tout le monde, prof compris, s'arrête et lit. Et donc le prof sort son roman, chaque élève sort un roman, une BD, etc. et on lit. Et sauf que
il n'y a pas forcément de guidage par le prof, donc il y a ce côté peut-être plus spontané qui est sympa, mais ce que je trouve intéressant là, c'est que tu relis les deux, c'est-à-dire on lit pour le plaisir, en même temps on en parle et le prof guide aussi qui est son rôle, donc ça évite qu'un élève fasse un peu semblant, mais sache pas trop. Donc c'est intéressant de relier un petit peu les deux et donner une place dans l'enseignement à la subjectivité. Oui, tout à fait, c'est l'objectif, et en plus donc la recherche, et puis c'est ce que j'ai aussi montré après dans ma thèse, on en parlera peut-être, mais qui montre que c'est aussi efficace sur les apprentissages plus distanciés et littéraires qu'on veut faire acquérir aux élèves. Donc en fait, c'est par quoi, par la motivation, c'est tout bénéf. Ouais, je pense que c'est parce qu'en fait ils s'impliquent plus et ça fait plus de sens pour eux d'approfondir le texte plutôt que dès qu'on arrive, ils ont rien compris tout de suite. On leur demande quelque chose qui est complètement déconnecté de la subjectivité, alors que notre raison d'être première de lire, c'est ça. Mais en même temps, même si ça fait longtemps qu'on dit que il faut faire de la lecture littéraire il faut aborder la lecture compréhension comme lecture par la lecture littéraire, d'ailleurs terme qui apparaît aussi dans les programmes de cycle 3, c'est pas du tout mis en œuvre systématiquement dans les salles de classe aujourd'hui. C'est toujours cette difficulté entre ce qu'on sait qu'il faut faire, ce qu'on voit dans le programme et l'application. Mais c'est aussi parce que c'est difficile, pour les enseignants. Tu l'as observé ça avec les enseignants avec qui t'as mis en place, tu disais ta thèse, tu voulais qu'elle soit ultra pratique, intégrée, et tu vas nous expliquer comment t'as fait. Et t'as observé, du coup, t'es parti un peu de cette difficulté avec tes enseignants. Mais en fait, c'est facile à comprendre, c'est parce qu'en fait, si on est dans une posture où on va juste faire de l'analyse, on va regarder les figures de style, le schéma narratif ou autre avec les élèves, nous, on est un peu enseignants, détenteurs du sens du texte. On sait exactement où on va. On est dans une posture de contrôle. Alors que, à partir du moment où on laisse la place à la subjectivité des élèves, on sait pas ce qui va sortir. Il y a un peu, et voilà, c'est ça, exactement. Il faut faire preuve de lâcher prise. Et donc là, en fait, notre rôle, il est plus être détenteur du sens du texte. On va plutôt être facilitateur. On va essayer de les amener à approfondir leurs premières impressions de lecture et à les aider à comprendre pourquoi ils ont pensé ça. Et ça, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, c'est plus difficile parce qu'on peut être désarçonné. Et moi, j'ai un exemple hyper précis sur ça. C'est, ce que je peux donner, ça donne un exemple. Donc c'est un exemple au collège sur un poème que j'étudie souvent avec les élèves, c'est À une passante de Baudelaire. Magnifique. Donc, donc, pour donner le contexte, c'est, en fait, l'histoire d'un coup de foudre, donc du poète qui regarde une femme dans la rue et qui tombe sur son charme. Et quand je faisais ça au tout début de ma carrière et que je demandais aux élèves leur avis sur ce poème, est-ce qu'ils aimeraient être cette femme ou autre, et tout le monde disait oui, génial, etc. Toi, je sais pas comment tu le perçois toi aujourd'hui, mais moi aussi je me disais c'est cool, on aimerait être cette femme. Je sais pas ce que t'en penses. Je la regarde avec en la valorisant. Oui, voilà. Un côté mystérieux. Exactement. Et donc, je le refais. Je t'avoue que je me suis jamais posé cette question. Un prof ne me l'a jamais posé. Pourtant, j'ai eu d'excellents profs, donc c'est mais c'est vrai que même quand tu me poses la question, je me dis, en fait, je me suis même pas posé la question. De est-ce que t'aimerais cette femme ou pas? Non, je me suis demandé quelles étaient les figures de style et les... Oui, voilà, oui. Donc, classique, Et, pendant quelques années, je l'ai pas fait. Puis un jour, je le refais avec une classe de 4e. Post-MeToo. Ça, c'est intéressant. Disons en 2021. Ça faisait, 3 ans que je l'avais pas fait parce que je change les textes. Et là, j'étais hyper désarçonnée parce que vraiment les élèves ils avaient complètement changé d'état d'esprit et tout de suite ils disaient mais c'est qui stalker, c'est presque un harceleur et donc ah non mais moi je trouve ça très glauque comme posture, en plus il lui parle pas, il arrête pas de la regarder et donc voilà, et donc même moi ça m'a pris un peu de cours et après donc évidemment on rebondit dessus mais c'était intéressant parce que je me suis dit les élèves ils vont penser, ils changent pas, ils vont toujours penser à la même chose par rapport au texte et en fait avec un tout petit peu de recul de quelques années on voit bien aussi que le contexte dans lequel on évolue, ça fait aussi qu'on lit différemment le texte. Le rôle de la société, les élèves, ils amènent en classe tout ce qu'ils sont, exactement, par ailleurs, leur famille, ce qu'ils voient les connaissances intérieures, les expériences individuelles et collectives. Et donc voilà, c'est pour montrer que oui, je comprends que ça peut être très désarçonnant en fait d'entrer dans le texte en laissant d'abord libre cours. Alors, on va en parler, j'imagine, à un moment, mais il y a des tâches et des consignes précises pour solliciter la subjectivité du lecteur de manière encadrée et efficace et didactique. Mais c'est vrai que ça peut être désarçonnant par rapport à un questionnaire de lecture où on va tout de suite aller demander les figures de style, où on maîtrise plus ce qui va se passer. Tu t'attends à une réponse, c'est presque est-ce qu'il va donner la bonne réponse ou plus ou moins la bonne réponse. Oui, voilà. Alors que là, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Alors, on va amener l'élève à beaucoup justifier pourquoi tu penses ça, beaucoup revenir au texte. Pour être sûr qu'il fasse pas de contresens ou de faux sens, mais parfois sur ses émotions, ce qu'il ressent ou est-ce qu'il a envie d'être à la place du personnage ou pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et donc ça peut être désarçonnant, même pour les élèves.
Parce qu'en posture scolaire, ils attendent à ce que le prof sanctionne si c'est bon ou pas. Donc en fait, c'est pour ça que c'est dur à mettre en place la lecture littéraire, c'est parce que c'est un chemin de posture et pratique pour l'enseignant, mais aussi pour les élèves qui sont pas habitués à ce qu'on leur demande leur avis. Et leur émotion, alors encore moins. Enfin, comment ce qu'ils ressentent face à un texte, c'est quand même, ça peut être aussi assez intime. Et en plus qu'on leur dise pas, oui, tu as raison ou non, tu as tort. C'est ça, ou qu'on cadre, mais différemment. Exactement. Et donc justement, avant qu'on rentre dans des, peut-être ce sera intéressant qu'on prenne du temps pour des exemples concrets de manière d'appliquer ça, d'appliquer des séances de lecture littéraire. Est-ce que déjà tu peux nous dire quelle a été la conclusion de ta thèse? Donc, est-ce que la lecture littéraire permet, on le sait, elle permet de mobiliser l'empathie, la théorie de l'esprit, est-ce qu'elle permet de le développer? Est-ce que, et peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est quels résultats tangibles, quelles observations t'as fait ou quels exemples tu peux donner qui montrent que qui étayent en fait le résultat de ta thèse. Alors beaucoup de choses. Grande question, donc je te laisse nous guider un peu. Pour répondre à cette question, donc quand j'ai vu que la lecture littéraire, elle correspondait aux conditions qui permettaient de développer l'empathie et la théorie de l'esprit, je me suis dit, on va mettre en place de manière systématique dans des salles de classe la lecture littéraire avec certains enseignants et voir, du coup, est-ce que ça permet de développer l'empathie et la théorie de l'esprit des élèves, mais aussi, j'ai voulu regarder aussi la compréhension de l'écrit. Pourquoi? Parce que notre raison d'être première quand on est enseignant et qu'on fait lire les élèves en classe, notamment dans les grandes classes, quand on n'est plus au moment du décodage, c'est de les faire progresser en compréhension. Et à partir du CP, et puis ensuite, t'as travaillé avec des enseignants, juste parenthèse, de quel niveau? Moi, 4e. Ok. Donc moi, c'était au collège. Mais dans tous les cas, quand ça s'appliquait à tout élève. Exactement. Enfin, lecture, c'est ça. Mais même en maternelle, en fait, quand on fait lire aux élèves, c'est la lecture compréhension orale, mais on veut qu'ils comprennent le texte. Alors, la compréhension, c'est quand même un des objectifs de faire lire à l'école. Et en fait, même si la recherche depuis très longtemps nous dit mais la lecture littéraire c'est génial, en fait ça s'appuyait que sur des études qualitatives, c'est-à-dire des chercheurs qui ont été en classe et qui ont vu dans ce type de séquence comment les enseignants et les élèves se comportaient, le fait qu'ils étaient plus contents de venir en cours, qu'ils étaient plus engagés dans la tâche, mais il n'y avait pas eu d'analyse quantitative avec vraiment un test de compréhension d'écrit avant après où on va comparer un groupe qui fait la lecture littéraire, un groupe qui en fait pas et voir les écarts. Cette dimension quantitative, tu l'appliquais à la compréhension du texte, aussi aux compétences psychosociales. Exactement. Même compréhension, tu l'as mesuré quantitativement l'impact que ça a eu. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment fait une expérimentation en contexte scolaire qui se voulait quantitative. Donc j'avais environ 1000 élèves. Donc répartis entre le groupe avec des enseignants où ils faisaient de la lecture littéraire et les enseignants qui faisaient comme d'habitude. Et tous briefés par toi, j'imagine. Ceux qui faisaient comme d'habitude, ils savaient qu'ils avaient là, je leur disais vous faites vos séquences habituelles et vous serez pour qu'il y ait un peu une carotte du fait que je leur fais passer des pré-tests, des post-tests. Enfin, je les sollicite dans ma recherche. À la fin de l'expérimentation, je les ai formés, mais au début, je leur dis juste voilà, je viendrai dans vos salles de classe. En octobre, vous faites passer des tests aux élèves pendant 1h30. En février aussi. Entre-temps, vous faites comme d'habitude. Et moi, je viens vous regarder. Voilà. Donc ça, c'est le groupe témoin entre guillemets. Exactement, c'est le groupe témoin au contrôle. Et les autres, le groupe expérimental ou le groupe test, les deux termes existent en recherche. Eux, je les ai formés à la lecture littéraire. Ils ont co-conçu ensemble leur séquence de lecture littéraire. On pourra y revenir après sur cette modalité de formation. Et ils ont mis en œuvre ces séquences de lecture littéraire. Donc vraiment, chaque séance, on suivait les prescriptions de la lecture littéraire avec cette oscillation entre la posture impliquée et la posture distanciée. Donc, tous les élèves avaient passé les mêmes pré-tests. Donc avant que le groupe expérimental, en octobre, tout le monde a fait passer des tests d'empathie, théorie de l'esprit et compréhension d'écrit aux élèves. Et à la fin, en février, donc quelques mois plus tard, pareil, on refait passer les mêmes tests. Et on va regarder si dans les deux groupes, il y a eu des évolutions de performance différentes. Sur la compréhension d'écrit ou sur les trois, compréhension d'écrit, théorie de l'esprit et empathie. Alors, compréhension d'écrit, on avait vraiment des excellents résultats. Donc, pour le groupe, excellents résultats pour ma recherche. Donc, c'est-à-dire que vraiment, la lecture littéraire a des effets très bénéfiques et beaucoup plus efficaces que les pratiques, usuelles actuelles. Ok. En termes de bonne réponse à un test, c'est-à-dire c'est comme exactement. Un interro, sur des éléments d'analyse et de compréhension, et ils avaient des meilleures notes si je simplifie. Oui, si tu simplifies, c'est tout à fait ça. On a utilisé le cadre PISA-OCDE. Ok, c'est un cadre des évaluations. Qui sont assez standardisées, donc exactement le même principe avec le même type de questions.
Donc il y avait je vais peut-être pas rentrer en détail aujourd'hui, mais il y avait des sous-questions précises où parfois ils doivent prélever des informations, parfois faire des inférences, parfois liées avec des connaissances antérieures. Exactement le même cadre que dans PISA. Oui, très varié, exprès, pour voir vraiment tout le panel de la compréhension de l'écrit. Et donc oui, donc après ils avaient une note voilà sur 10 et on comparait en fait les moyennes. Et donc en moyenne, ils avaient vraiment des vraiment meilleures moyennes le groupe où il y avait lecture littéraire que l'autre groupe. Mais outre que c'est plus efficace, c'est aussi plus équitable. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant pour nous enseignants, parce que c'est aussi notre but de faire en sorte que les résultats des élèves, ils dépendent pas de leur origine sociale et de leur genre. C'est un sujet, hein. Pour ceux qui enseignent déjà, ils ont peut-être déjà quel que soit le milieu social, on le voit. En fait, tout, la famille, le milieu... et le genre aussi. Le genre, effectivement, tous ces types de biais qui peuvent intervenir. Complètement. Ça, c'était quelque chose juste qui était volontaire de ta part. Enfin, tu t'attendais aussi à aller explorer ce champ-là au début de ta thèse. C'était mon hypothèse principale, c'était sur le fait que ça allait monter le niveau en général, mais j'avais aussi une hypothèse en me disant ça marchera, ça permettra de réduire les effets inégalitaires entre les sexes et entre les types d'établissements. Parce que ce soit pour la lecture ou les compétences psychosociales, on a des résultats très étayés sur le fait que les filles, elles ont des compétences psychosociales plus développées que les garçons, notamment à l'adolescence. Et en lecture, l'écart se creuse de plus en plus entre la 6e et la 3e, entre les filles et les garçons. Ok. Et dans mon expérimentation, on voyait bien que cet écart il continue à se creuser chez les enseignants qui continuent à avoir la pratique usuelle, alors que cet écart se résorbait après seulement quelques mois de lecture littéraire. Du coup, ça veut dire que les garçons progressaient plus vite que les filles. Exactement. Les filles qui étaient déjà un peu en avance pour en fait se niveler, c'est parfait. Ça. Exactement, ouais. Et on a eu le même effet sur les types d'établissements, parce que sinon, on voit en général, il y a des meilleurs résultats dans les classes ordinaires. Que en REP et REP éducation prioritaire. Ouais, REP éducation prioritaire et pareil entre REP et REP+, il y avait aussi un écart. En éducation prioritaire renforcée, les résultats étaient encore moins bons qu'en REP. Et là, tu sentais pareil qu'il y avait un effet rattrapage. Énorme. Sur à la fin même dans mon groupe expérimental, la moyenne des élèves qui venaient de REP+, c'était exactement la même, enfin même un tout petit peu plus haute que celle des classes ordinaires. Ça c'est c'est un peu le plus beau résultat de ma thèse. J'étais trop contente d'espoir parce que ça marchait bien. Un sujet fondamental et qui est pas simple à régler parce qu'on se dit souvent c'est l'influence aussi de choses qui sont en dehors du cadre scolaire. Bien sûr, On fait ce qu'on peut en tant que prof, mais on fait ce qu'on peut, influences sociales, économiques, etc. Et de se dire que non, on a quand même un levier en tant qu'enseignant, c'est un bon et qu'on arrive et qu'on arrive à développer des méthodes qui permettent non pas de creuser les inégalités et de faire progresser ceux qui ont déjà le plus ou moyen, mais qui permettent de faire progresser tout le monde et d'autant plus ceux qui ont le moins. Donc ça c'est top. Génial. Et l'hypothèse sur ça, on l'a vu en fait en creusant, en disant mais qu'est-ce qui fait que les REP+ ils ont autant progressé dans ce groupe de lecture littéraire? C'est que de toute façon en fait les REP+ en pré-test avant l'expérimentation dans tous les groupes, ils répondent pas trop, notamment aux questions qui sont très ouvertes. Les élèves ils osent pas répondre. Et là, comme pendant plusieurs mois, on les a beaucoup titillés sur leur subjectivité, on leur a demandé de s'impliquer, on leur a beaucoup demandé leur avis. Et une des hypothèses, c'est de se dire, en fait, peut-être qu'on les a tellement tous sollicités, ils se sentaient plus en capacité, autorisés à répondre, peut-être faire une erreur c'est intéressant. Ça se situe même pas forcément au niveau de compétences mais d'une forme de posture, de blocage psychologique ou de déblocage. Complètement, parce que le taux de réponse avait drastiquement diminué. Et d'ailleurs, au niveau français, de la France en général, ou dans les études PISA, l'OCDE, on voit que c'est un des soucis qu'on a. C'est que nous, les élèves français, ne répondent pas quand les questions elles sont ouvertes, et demandent leur avis, leur opinion, et de faire des liens avec leur expérience antérieure ou leur connaissance personnelle. Ils préfèrent ne pas répondre que se tromper. Je savais pas. Donc, quand on a des mauvais résultats, notamment en français, c'est notamment plus pour ça. C'est les deux. Il y a les deux. Il y a un peu des deux, Il y a les deux. Mais il y a aussi beaucoup de réponses vides. Donc déjà, voilà. Donc ça, c'était chouette de dire, on a permettre aux élèves de s'exprimer, qu'ils osent, parce que déjà, s'ils osent pas se tromper, ils essayent même pas, ils peuvent pas réussir. Ouais, ça, la place de l'erreur, intéressant que t'en parles, notamment en France, oui. L'erreur est très pointée du doigt, alors que c'est quand même tellement un vecteur d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose sur lequel aussi on peut jouer grâce à la lecture littéraire. Complètement, parce que... Complètement, et en plus, ils prennent l'habitude de donner leur avis,
voilà, de s'exprimer et quand même, parce qu'on est quand même prof de français et on est rigoureux, un enseignant va toujours de lui dire, ok, tu penses ça, mais pourquoi? Et reviens au texte, et qu'est-ce qui dans le texte te fait dire ça? Donc même si il part de son impression, après il va aller fouiller un petit peu comme un enquêteur dans le texte, qu'est-ce qui lui fait dire ça? Et là, ça va donner du sens de lui dire, bah tiens, ça s'appelle une métaphore. Ouais, toi, tu t'es dit qu'il avait beaucoup accentué sur cet élément parce qu'il est répété tout le temps en début de vers. Bah oui, c'est une anaphore. Et donc du coup, l'élève va dire, ah oui, ok, bah il va voir l'utilité de mettre un terme sur cette notion. Ouais, c'est ça. Puis on en est dans l'autre sens en fait. C'est une observation intuitive de sa part. Exactement. Il ose exprimer. Oui, et voilà. il a moins peur de se tromper, donc il ose plus le dire. Et ensuite, voilà, comment t'expliques ça? Ah bah tel élément stylistique. Complètement. Et donc, du coup, en fait, on donne du sens tout simplement aux apprentissages en plus. Ouais, c'est ça, plus théorique. Donc ça, c'est les résultats qui ont l'air hyper probants sur la compréhension de l'écrit et probants entre les deux groupes. Oui, et voilà. en même temps dans la réduction des exactement. inégalités. Théorie de l'esprit. Ouais. Donc, du coup, compréhension d'écrit, on a vraiment eu des très très bons résultats, surtout sur efficacité en général et réduction des inégalités. Théorie de l'esprit aussi. Lecture littéraire, je me demandais efficace. Tu laissais un petit suspense. Si, je fais un après l'autre, mais oui, il y a un petit suspense. Mais théorie de l'esprit, on avait des très bons résultats. Et là, excellent résultat aussi sur que, franchement, c'est impressionnant au début, là, dans les pré-tests, la différence de théorie de l'esprit entre les filles et les garçons. C'est, waouh. Enfin, il y a un vrai qui est meilleur, mais je pense que je me doute. Ce sont les filles. Oui, donc les filles sont vraiment meilleures. Et dans les post-tests, dans les groupes contrôle, les filles sont toujours bien meilleures que les garçons. Et là, l'écart, il s'est inversé. Enfin, vraiment, il y a plus l'écart n'est plus significatif et les garçons ont vraiment le même résultat, même légèrement supérieur aux filles. Donc on se dit qu'en fait, ils meilleures que les filles en théorie de l'esprit. Ouais. D'accord. Enfin, mais les filles quand même oui, ça a quand même progressé. Oui, ça a quand même progressé. Mais eux, ils se révèlent quoi. Et ce qui est intéressant en ayant été voir aussi ce qui se passait un peu et en ayant parlé à des enseignants qui voulaient travailler sur la lecture et ses compétences psychosociales mais qui n'étaient pas dans ce groupe expérimental, qui faisaient pas la lecture littéraire. Et donc là, c'est un peu notre hypothèse, c'est de se dire, en fait, parfois les enseignants, ils veulent travailler sur les compétences psychosociales, donc ils vont poser des questions sur les émotions, l'empathie, les états mentaux des personnages, mais en fait, comme ils le font pas de manière structurée ou systématique, notamment en passant par l'écrit ou via des consignes vraiment qui s'adressent à toute la classe, ils vont peut-être le faire à chaque séance, mais à l'oral. Et donc dans ce cas-là, qui vont interroger? Ils vont plus interroger les filles. Qui peut-être lèvent plus la main aussi. Exactement. Enfin, en fait, ça va renforcer un biais finalement. Alors qu'en fait, le fait de se dire, on fait la lecture littéraire, donc toutes ces questions sur les émotions, plonger dans les états mentaux des personnages, ça va s'adresser à toute la classe. On va vraiment prendre un temps dédié pour tous les élèves pour le faire. Et ben, les filles, elles vont continuer à le faire. Et les garçons, qu'on sollicite moins pour faire ça, bah, ils vont aussi devoir le faire. Okay, et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un bond, en fait. Mais comment t'expliques un tel bond? Je pense que c'est pour ça, en fait. Parce que on a rarement l'habitude, on se sent pas toujours à l'aise de demander des émotions, aux garçons sur un texte. Enfin, même en général aux élèves. Et on peut se dire comme on se dit que ça peut être un peu intrusif, intime, on va peut-être, c'est typiquement le type de question, on va interroger ceux qui lèvent la main et pas demander, alors toi, tu t'es ressenti comment pendant ce professeur, tu veux pas, ouais. Et après, on en reparlera peut-être, mais il y a des techniques pour justement contourner, quand on se plonge vraiment dans la lecture littéraire, et qu'on se dit, voilà, il faut que j'implique ce sujet lecteur, et qu'on lit tous les chercheurs et tous les dispositifs qui existent, on voit qu'il y a un panel d'outils énorme pour faire parler les élèves de leurs émotions sans que ce soit de manière frontale. Et que du coup, ils acceptent des moyens, un peu détournés en fait. Des dispositifs plus faciles pour parce que permettre aussi de niveler les inégalités, pas se confronter au regard des autres aussi. Exactement, parce que là, c'est compliqué pour quelqu'un dans un groupe de dire ah oui, quand je lis ce texte, vraiment, je suis vraiment très triste comme le personnage. Voilà, on imagine qu'il y en a qui ont quand même leur posture par rapport même par rapport au groupe et tout, ils veulent pas se montrer en fragilité, en vulnérabilité. Absolument. Donc, on va plus passer par l'écrit. Enfin. On arrive à cette partie-là, justement, on y vient, on termine juste sur tes résultats, et ensuite on viendra vraiment, concrètement, quel conseil, quel dispositif, quelle méthode tu peux donner aux professeurs qui nous écoutent. Donne-nous déjà, là, il reste notre troisième volet, c'est quel résultat sur l'empathie? Et donc, sur l'empathie stricto sensu, donc je rappelle, là, dans mon cadre, quand je dis empathie stricto sensu, c'est vraiment le fait de ressentir ce que ressent à l'autre. Et là, en fait, on a eu des résultats statistiquement qui sont non significatifs. Ok. Donc ça veut pas dire que ça marche pas, ça veut juste dire puisqu'on est rigoureux en statistiques, même si les moyennes elles sont plus hautes, etc. C'est juste que les écarts qu'on a obtenus, ils peuvent être dus au hasard, donc on ne peut rien dire. C'est pas assez fort
Pour que tu puisses pas dire, bah, peut-être qu'il y a eu... Exactement. Donc en fait, on applique des stacks dessus et on voit qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la p-value pour ceux qui connaissent. Mais en fait, on voit que, cet écart qui existe entre les groupes au post-test, il peut être dû au hasard, donc je ne peux rien dire. Et donc ça, c'est dommage. Donc au moins, ça n'a pas baissé. non, ouais, voilà. Mais n'enlève pas l'empathie. Voilà, en tout cas, on se dit pas, on n'a pas eu des effets dans un groupe plus que dans l'autre. Ok. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est... Et ça, tu t'attendais à ce résultat-là? Alors, déçu, comment tu... Là où je m'attends un peu, donc là, on rentre un peu dans le détail, c'est juste que du coup, comme je te disais, j'ai mesuré les compétences, donc compréhension d'écrit, théorie de l'esprit, empathie. Et donc, pour compréhension d'écrit et théorie de l'esprit, j'ai utilisé des tests qui sont performatifs. Donc, c'est-à-dire que les élèves, ils devaient répondre à des questions et c'était bon, oui ou non. Alors que pour l'empathie, j'ai pas pu utiliser un test de performance. Ils existent, mais ces tests de performance, ils sont, c'est souvent des entretiens en one-on-one. Okay. Sauf que moi, j'avais 982 élèves, donc c'était pas possible. Il me fallait un test court, à l'écrit, sans vidéo, enfin, pour que ça puisse passer dans tous les établissements où j'intervenais. Et donc, c'était un test autodéclaratif. Okay. Donc, ça veut dire, c'est les élèves, on leur demande, est-ce que je ressens la tristesse quand un de mes meilleurs amis est triste? Et ils entourent s'ils sont plus ou moins d'accord. Donc, il y a toute une liste de questions comme ça. Et donc, là, on sait très bien surtout poser ce type de questions-là. En contexte scolaire, il y a un peu des biais de désirabilité. Enfin, et donc, même si c'est un test qui a été en soi validé, qui est utilisé par les chercheurs, je me disais bien, c'est pas incroyable, notamment en contexte scolaire, même si c'est anonyme et tout. Enfin, voilà, tu regardes ce que ton voisin a écrit, tu oses peut-être pas te dire la vérité, etc. Ouais, donc c'est pas très étonnant. Ok. Oui, donc en fait, tu tires pas forcément de conclusion de ça en te disant, est-ce que... Je le dis quand même, tu vois, quand je présente mes résultats, je dis, moi, j'ai pas eu de résultats significatifs, mais je mets bien ce caveat de dire, moi, attention, quand j'ai fait ça, mon test, je me dis que c'est peut-être lié à ça, et surtout, ce résultat-là, il va à l'encontre à la fois de mon cadre théorique, mais également d'études antérieures qui ont montré qu'on arrive à développer cette empathie par la lecture. Ok. Donc c'est pour ça que je dis, ça doit plutôt relever d'un problème méthodologique dans mon cas, que d'un problème vraiment que la lecture développe pas l'empathie, quoi. Oui, finalement ton approche très terrain a des vertus et permet d'aller plus loin et d'avoir d'autres résultats pré-probants. Oui. Pour faire avancer la recherche, disons. Oui. Et sur ce sujet-là de l'empathie, finalement. J'ai pas fait avancer la recherche. Voilà. On va le dire comme ça. Non, si, mais du coup, c'est intéressant. Tu l'as fait avancer en disant, justement, pareil, ça pourrait être une idée reçue de se dire, mais c'est encore mieux d'aller en classe, d'être avec des vrais gens et de faire de l'expérimentation. Et là, c'est intéressant de se dire, ça marche dans certains cas. Et dans d'autres, peut-être pas, parce que on touche à des choses de l'émotionnel et il faut peut-être... Exactement, et peut-être que le contexte scolaire, soit c'est ma méthode qui va pas, soit le contexte scolaire, c'est pas le bon, soit avec des quatrièmes, ça marche plus, il y a plein de possibilités, donc il faut... C'est ça qui est passionnant et qui doit pas être facile aussi avec la recherche, c'est de penser à tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour que ta recherche soit valide, ou en tant que professeur, on aura sans doute l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais si je cherche des résultats de recherche pour alimenter mon enseignement, regarder un peu ces paramètres-là pour m'assurer que c'est vraiment applicable chez moi. Oui, c'est ça. Que je prends pas le premier... ça, c'est vrai. Et surtout, même pour revenir au fait que, tu sais, au début, tu me disais, une thèse, ça peut être long. En fait, il y a plein de gens qui font des thèses qui durent, moi, c'était 3 ans, j'ai eu la chance qu'elle dure 3 ans, mais ça peut durer 4 ou 5 ans. Et à la fin, ils ont que des résultats, non significatifs. Mais un résultat, un tel résultat reste un résultat ça reste un résultat de recherche. Alors faire une thèse pour à la fin dire, du coup, j'ai que des résultats non significatifs. J'imagine que ça fout les boules d'un peu. Mais, scientifiquement, ça reste quand même, tant que le travail est rigoureux, c'est quand même un résultat. Et, tu peux avancer aussi la recherche avec des choses qui ne fonctionnent pas, fonctionnent pas ou qui n'ont pas eu plus d'effet qu'une autre. C'est clair. Je te laisse, je pense que t'as envie de te faire une petite gorgée d'eau. Il fait chaud dans ce studio. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Donc, prends le temps de boire une petite gorgée. Ça passe très vite. Et ça me permet, c'est vraiment passionnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, ça va me permettre de jeter un petit coup d'œil dans le chat. Pour voir s'il y a des questions. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Sarah, envie de rebondir sur ce que Sarah dit. J'espère que ça va mieux. Il y a eu des petits problèmes techniques tout à l'heure. J'espère que c'est mieux pour vous. J'en vois plus trop. Alors, où peut-on se procurer votre thèse, s'il vous plaît, Claire? Mais en fait, tu t'appelles Sarah. Mais oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Normalement, elle est censée être en ligne, mais ma fac ne l'a toujours pas mise en ligne. Elle sera sur le site des thèses, mais elle n'est pas encore. Mais je peux vous la transmettre. Oui, bien sûr. Mettre
support Ah, mais avec grand plaisir, parce que de toute façon, je l'ai mise en libre service. C'est juste qu'elle est pas en libre accès, pardon. Mais elle est pas encore. Ça devrait être fait depuis 1 an, mais ça va arriver bientôt. Génial. Voilà. On croise les doigts parce que ça va être vraiment intéressant à lire. Du coup, pour vous répondre, Gaëlle, merci beaucoup pour votre question. Il y a 2 choses. La première, c'est ceux d'entre vous qui êtes inscrits chez Objectif CRPE ou Passion Pédagogie, vous avez un espace élève dans lequel il y aura le replay et on va pouvoir mettre des pièces jointes à ce live et donc on va pouvoir mettre la thèse de Sarah. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas inscrits chez nous, mais on va regarder souvent ce qu'on aime bien faire, c'est de faire des ressources complémentaires et de vous les envoyer avec le replay ou de les mettre sur YouTube avec le replay. Donc ça, je vais voir avec l'équipe technique ce qu'on peut faire pour que vous puissiez, télécharger la thèse de Sarah et prolonger un peu les discussions qu'on est en train d'avoir. Oui, avec plaisir. Forcément, on est obligé, ça va être super frustrant pour toi de survoler des choses, de vulgariser au max. Donc ceux qui veulent aller beaucoup plus en détail pourront creuser. Mais c'est pas frustrant, au contraire, parce que moi, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que mon travail de recherche, et c'est ce que je voulais, soit utile aux enseignants dans leur vie quotidienne et réelle. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas fait une thèse en laboratoire ou une thèse donc dans tes thèses, on peut aller trouver des choses un peu concrètes. Pratiques, c'est ça le but. Pratiques à appliquer, pour les enseignants ou les formateurs, Ok, génial. Un peu les deux. Alors, je vous conseille pas de lire toute la thèse, mais au moins intro, conclusion. Et quelques exemples. Elle est passionnante, mais ok. Et je te propose qu'on passe à la deuxième partie, puisque ça fait 1 heure qu'on est ensemble et on va se redonner encore au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Je pense, en tout cas, le temps qu'il faut pour qu'on passe peut-être à des enseignements concrets que tu peux donner aux enseignants et futurs enseignants qui nous écoutent. Donc peut-être il y a beaucoup de questions dans le chat sur vraiment la lecture littéraire concrètement, ça ressemble à quoi? Exactement, des exemples de donc peut-être je te laisse, et si tu peux prendre des exemples de différents niveaux de classe, des observations que tu as pu faire d'enseignants qui ont mis en place des séances, des séquences, des ressources, où est-ce qu'on peut en trouver, je te laisse. Alors parce que j'essaie de voir par quoi je peux commencer. En gros, si vous voulez mettre en œuvre la lecture littéraire, ce qui est important, le premier pas, c'est de revaloriser, pas de revaloriser, en tout cas, c'est ce que vous faites déjà, mais en tout cas, de laisser de la place à l'expression du sujet lecteur. Donc vous d'avoir un retour sur comment l'élève reçoit effectivement le texte. Et donc, pour faire ça, il va falloir lui laisser à la fois le temps de s'exprimer et l'espace. Et donc ce qu'on suggère beaucoup, c'est de passer par l'écrit. Donc avec des écrits qu'on peut appeler souvent écrits de travail ou écrits intermédiaires, qui n'ont pas vocation à des écrits finalisés et puis après parfaits. On va jamais dans ces écrits-là, on va pas regarder la qualité de l'écriture, l'orthographe, etc. On va s'intéresser au fond. Okay. Mais de toute façon de le préciser, je pense qu'il faut ça, c'est hyper important. On le dit aux élèves et ils s'y habituent en plus. Mais ça faut le dire en disant ça peut être des tirés, etc. Parce qu'au début, ils font pas la différence. Ils savent pas que d'un même exercice peut avoir des attendus et des modes d'évaluation différents. Tu vois, complètement. J'imagine qu'ils stressent sur l'orthographe. Donc il faut un peu donner les règles du jeu. Complètement, et même dès le primaire dans les programmes, on parle de ces fameux écrits intermédiaires et de travail avec l'écrit qui permet de structurer sa pensée et de formaliser ce qu'on pense. Et donc voilà, il faut donc du coup quand on lit un petit extrait ou autre, c'est le plus facile à faire en plus, c'est de donc passer par l'écrit et avec une petite consigne. Donc je vous donne des exemples et on va laisser du temps comme ça à l'élève de poser ses mots pour dire ce qu'il a pensé. Et donc on va choisir des consignes qui vont être différentes selon l'angle d'attaque et ce qui nous intéresse dans le texte. Si, comme on le disait tout à l'heure, on veut faire parler l'élève de ses émotions, ça va être difficile de lui dire qu'est-ce que tu as ressenti à la lecture de ce texte. Ça peut être très frontal, parfois il s'est pas nommé, etc. Donc on va utiliser des détours. Je vous donne plusieurs exemples. On peut prendre des détours par l'image, ce qui marche très bien. On peut montrer des tableaux ou des photos de personnages qui ressentent des choses différentes et dire voilà, à la lecture de ce texte, comment je me sens? Est-ce que je suis plutôt comme les personnages du tableau A, B et C? Donc les personnages avec des visages, des expressions, le cri, et ça pour tous les enfants c'est accessible, c'est-à-dire un enfant de complètement. 6-7 ans, il sait reconnaître je sais, mais c'est peut-être pour les plus petits, je crois savoir que c'est fait partie des exercices où on leur montre des images et parfois alors pas des tout petits, mais à partir de l'âge scolaire, disons, on n'a pas de frein à l'identification des émotions et ils vont pouvoir pointer. De toute façon, ça fait partie aussi de notre travail de les aider à identifier les émotions. Mais en tout cas, là,
ce que je dis ici, c'est pour pas les interroger de manière frontale. Ils mettent pas des mots, ils inventent un visage qui correspond à ce qu'ils ressentent. Après, sinon, ça peut être aussi une musique. On peut faire un habillage sonore, notamment pour les textes qui peuvent, quand il y a une atmosphère particulière, on leur dit, voilà, si on devait lire ce texte avec un petit fond, laquelle des musiques on choisirait et pourquoi. Donc, comme ça, on va parler des émotions, mais de manière moins frontale. Vous voyez? Et en plus, on crée de la transversalité avec d'autres matières. Oui, après, ça peut faire des projets interdisciplinaires, mais donc, du coup, passer par l'image et passer par le son, ça marche bien. Puis, moi, j'ai vu des collègues qui passaient aussi par les couleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a une couleur que je mettrais à ce personnage et pourquoi? Et, toi, tu parlais de l'identification des émotions. Moi, ce que je fais avec mes élèves, et pourtant, ils sont grands, ils sont en collège, et j'ai souvent des grands au collège, c'est d'avoir une roue des émotions. Donc je sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais dans leur classeur ou dans leur cahier, dans ma salle de classe, il y en a toujours une qui est affichée, et je crois qu'en école élémentaire, beaucoup d'enseignants ont ça. Donc c'est une roue où au début, au milieu, il y a les 6 émotions fondamentales, donc joie, colère, tristesse, et après, plus on s'éloigne du centre du cercle, plus les émotions elles sont précises avec donc des nuances, nostalgique, mélancolique, renfrogné, machin, plein de mots comme ça. Et donc en plus on peut aller regarder sa roue des émotions et donc même dire le personnage il se sent comment. Et donc comme ça on apprend aussi à nommer les émotions. Et plus on est précis dans notre vocabulaire, plus on est précis après, c'est des choses qu'on va pouvoir s'appliquer à soi-même. Ça c'est génial. Et ça tu as le mot et donc tu vas pouvoir bien sûr identifier chez toi dans d'autres situations. Parce qu'on voit il y a plein d'élèves qui disent juste je me sens mal. Mais tu sais dire quoi? Tu te sens mal? Tu te sens triste? Tu te sens en colère? Tu te sens frustré? Et en fait, plus tu es précis sur ce que tu ressens et tu identifies bien ce qui va pas bien, plus tu vas pouvoir trouver la solution. Donc voilà, donc avoir toujours la roue des émotions dans votre salle de classe affichée ou dans les cahiers, ça c'est vraiment pour moi c'est un must, un anglicisme, mais c'est vraiment c'est vraiment top et je le fais vraiment avec les grands et même des grands ils s'y réfèrent. Donc voilà, mais alors du coup, pour revenir aux consignes, donc des consignes un peu détournées, passage par l'écrit, voilà, passage par l'image ou le son pour tout ce qui va être émotion. Si ça va être sur ce qu'on disait l'axiologique ou les questions morales, on peut faire un questionnement frontal, notamment je sais pas la cigale et la fourmi. Alors, qui aurait envie d'être copain avec la fourmi? Et pourquoi? Vous voyez, un peu une question qui va être provocante. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est frontal, mais c'est en même temps, on passe par l'amitié. Enfin, il y a un peu décalé aussi, tu vois. C'est pas juste qu'avez-vous pensé de la fourmi. Mais on t'implique. Est-ce que tu vas t'amuser avec lui? Est-ce que tu irais boire un verre? Exactement. Il passe un enfant, mais mais si. Tu jouerais avec lui dans la cour de récré. Exactement. Et tu poses ces questions-là, et ils vont te dire non, il est vraiment pas gentil, elle aide pas sa copine qui a un problème. Enfin, voilà. Et donc, des questions comme ça. Est-ce que tu aurais fait la même chose? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place du personnage? Et donc, comme ça, on s'implique. Voilà. Ils sont impliqués. Et ils s'immiscent dans la tête de l'autre. Et ils s'habituent à faire ça, en plus. Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat, je rebondis parce que ça me fait penser à ça. Est-ce que tu as un endroit où tu peux trouver une sorte des questionnaires ou des idées de questions un peu type comme ça pour ceux qui ont envie de mettre le pied à l'étrier? Alors il y a ceux qui vont imaginer par eux-mêmes et d'autres qui vont être rassurés par peut-être un petit guide du top 10 questions et ensuite... Alors mon seul souci, c'est que là en tête j'ai plutôt des ressources du secondaire mais qui sont quand même assez transposables au primaire. Il y a notamment, et ça vous le trouvez très facilement sur Eduscol, de Anne Vibert qui est une inspectrice générale de lettres. Elle avait fait une conférence sur le sujet lecteur. Donc sur impliquer cette subjectivité, donc il y a soit vous trouvez la conférence écrite dans un document PDF, soit vous pouvez l'écouter et ça donne plein de petits exemples comme ça. Et après il y a un bouquin qui s'appelle Formel à la lecture littéraire de Sylviane Haar, qui pareil c'est sur le secondaire mais il y a plein de choses qui sont transposables. Ouais, finalement c'est oui voilà, les compétences à des niveaux divers. Oui voilà, on va adapter le type de questions. Donc pour redonner d'autres exemples précis, donc on disait voilà les détours pour émotion, frontal pour les questions un peu d'ordre moral, pour tout ce qui va être description parfois, on peut aussi parfois demander aux élèves de faire un schéma ou de dessiner. Quand c'est un texte où il y a une description. Ils osent ça? Ouais, après, faut leur montrer. Moi, je leur montre que moi, je dessine mal, mais c'est pas, voilà, pour montrer que le but, c'est pas forcément d'avoir un beau dessin. Et ça, c'est intéressant. Donc, il y a quelque chose que moi, j'ai testé donc, avec Les Misérables de Victor Hugo. Et je sais que c'est parfois fait en CM2, sur la figure de Gavroche. Quand on leur demande, donc, soit on peut leur dire en 2 mots, en 2 adjectifs, dites ce que vous pensez de Gavroche. Mais ça peut être aussi de dessiner. Et il y en a qui vont le dessiner comme un garçon qui est très heureux, parce qu'au début il est très heureux, et d'autres qui vont le dessiner avec ses haillons parce qu'il est très pauvre. Et donc c'est intéressant parce que les 2 lectures elles sont vraies. Il est pauvre et il est heureux. Mais en fait, qu'est-ce que toi en fait t'as touché dans le texte et pourquoi t'as plus suivi un élément qu'un autre?
Hop, et après on va les creuser. Ça c'est marrant, vous avez vu, la moitié de la classe a vu ça et l'autre a vu ça. Alors pourquoi? Et donc là, le dessin, ça marche très bien. Et l'étape d'après, justement, quand tu observes qu'il y a des différentes réponses, comment tu l'utilises? Est-ce que c'est pour dire, vous voyez, on peut voir des choses différentes dans le texte? Est-ce que c'est pour... et bah après, on va aller... alors après, là, c'est quand on passe un peu à l'étape 2 de l'analyse. Ok, donc il y en a qui ont vu plutôt ça, d'autres ça. Donc il y aura les choses qui sont complètement fausses. Ouais, j'allais dire, voilà. comment tu réagis quand il y a alors du coup, il faut être très très clair sur les trucs qui sont non négociables, parce que juste c'est un vrai contresens. Donc par exemple sur la cigale et la fourmi, si on nous dit il y a combien de personnages et on nous dit il y en a 4 parce qu'il y a plein de reprises anaphoriques, etc. Ça c'est faux. Donc on va travailler avec l'élève, mais on va lui dire pourquoi. Où est-ce que tu vois qu'il y a plus de 4 personnages? Dis-les-moi. Et en fait on va pointer de toute façon du doigt là où il a faux pour essayer de trouver la source de son erreur pour la corriger. Parce que ça sert à rien de lui dire non t'as faux, oui c'est deux personnages, toi t'as raison. Non, on va regarder celui qui a faux, enfin pour essayer de comprendre pourquoi il a eu faux, parce que ce sera pas le seul. Mais dans tous les cas, que ce soit bon ou pas bon, on va toujours poser la question pourquoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça dans le texte? Montre-moi dans le texte où t'as trouvé ça. Et en fait c'est comme ça on va soit mettre le doigt sur des mauvaises stratégies ou des mauvaises procédures qu'a fait l'élève, ou un mot qu'il a mal compris, un contresens qu'il a fait, etc. et rectifier, soit on va aller creuser un élément qui nous intéresse, comme dans le cas de Gavroche avec pauvre et heureux. C'est ça, ou peut-être deux manières de... Voilà, de voir le personnage qui sont toutes les deux bonnes dans ce cas-là. Mais donc nous en tant qu'enseignants, il faut être aussi très clair dans le type de questions qu'on pose sur est-ce que c'est une question où là il y a une seule réponse qui est bonne, typiquement combien il y a de personnages dans cette fable, ou il y a plusieurs réponses qui sont possibles et acceptables. Et donc là, concrètement, tu recommandes de dissocier dans la séance de lecture, on commence par une lecture commune, ou bien ils arrivent en ayant lu en fonction de leur niveau, j'imagine, et tu dis concrètement, voilà, là, on est dans la phase... bon, tu l'avais peut-être pas lecture littéraire avec tes élèves, mais on est dans la phase où subjective, et puis ensuite on va aller creuser. On va aller creuser, et là c'est plutôt du vrai ou faux. Ça, tu l'exprimes clairement aux élèves? Non, alors, en plus le but c'est vraiment de tout le temps un peu osciller, entre les deux. Et donc en fait on commence quand même toujours par les impliquer subjectivement, donc avec des questions comme je te montre depuis tout à l'heure pour qu'ils aient envie d'aller creuser, et après on va aller approfondir dans le texte. On va poser ces questions en pourquoi, etc. Donc là, ça peut être plus structuré, mais et il y aura des moments où ça va être vrai, il y a des moments où ça va être faux, parce que même quand on est dans l'interprétation, je sais pas, la cigale à la fourmi, pourquoi elle ne prête pas la fourmi? Il y a plusieurs raisons possibles. Est-ce qu'elle est radine, elle pense qu'elle a pas assez, enfin bref. Là, tu les laisses un peu. Oui, voilà. Il y a aussi l'imagination, en fait. Bien sûr. On n'a pas encore parlé, mais exactement. La théorie de l'esprit, il y a aussi prêter des intentions, bien sûr. aller. Et en fait, il y a une ouverture des possibles, mais nous, quand même, enseignants, on est garant des droits du texte. On sait qu'il y a des limites. Donc il y a des endroits, il y a des types de questions où il n'y a pas de limite. Est-ce que tu aimerais être ami ou pas avec la fourmi? Bon, bah ça, chacun pense comme il veut. Mais pourquoi elle prête ou pas? Là, il y a quand même des limites dans le texte. Elle a rien à manger? Non, c'est faux. Le texte ne dit pas ça. Mais donc du coup, parfois, il faut être très très clair. C'est à nous aussi enseignants d'être très clair quand on pose une question, de se dire ça, c'est une question qui admet une seule réponse, qui admet plusieurs réponses qui sont balisées par le texte, ou une infinie de réponses qui dépend aussi des connaissances personnelles de l'élève. Et ça, d'avoir ça en tête quand d'être très très clair quand on pose exactement ta fiche de séance concrètement, et tu sais que tu vas varier aussi, j'imagine, le type de questions oui. travailler les élèves de bien sûr manière. Parce qu'il faut voir ces différents types de questions. C'est un peu la différence entre compréhension et interprétation que certains font, où il y a un sens au texte, il y a plusieurs significations. Mais voilà. Et sinon, autre consigne, que j'ai pas dite, avec laquelle je pensais, et qui marche très bien avec les élèves, c'est notamment quand il y a des personnages qui sont ambigus, ou qui sont ambivalents, ou qui ont un peu une arrière-pensée. Donc le corbeau et le renard. Quand le renard là, il fait son éloge du corbeau, on peut faire des petites bulles de pensée, vous voyez, dans la tête, en disant ok, il dit ça, mais qu'est-ce qu'il pense en vrai, le corbeau? C'est génial de faire ça pour apprendre aussi. Parce qu'il y a du double sens tout le temps, il y a de l'implicite. Et dans les blancs du texte là, qu'est-ce qu'il pense le personnage là, qu'est-ce qu'il se dit, ou quand il y a je donne plein d'idées comme ça, mais quand il y a des débats internes dans la tête du personnage, inventer en disant on fait une petite rédaction, il a un ange sur son épaule, un démon de l'autre, qu'est-ce que lui dit l'ange, qu'est-ce que lui dit le démon, on invente, et on invente, on reprend dans le texte le dilemme dans lequel est le personnage par exemple, mais voilà. En tout cas, on crée ou on imagine son intériorité. Exactement. Toujours, théorie de l'esprit.
que pense l'autre, essayer d'imaginer ce que pense l'autre, même si je le ressens pas forcément. Ah oui, bah là, mettre dans ses chaussures, quoi. Et puis en plus, c'est quand même tout ce que je dis là comme consigne, on voit que c'est quand même des consignes qui sont plutôt fun et ludiques pour les élèves et assez engageantes. Ouais. Et après, quand on va leur dire d'aller creuser un texte, et là pareil, quand on va les creuser un texte, on peut aussi leur dire, là vous êtes des petits enquêteurs. Moi, je ne crois que si c'est bien justifié et argumenté. Parce qu'en fait, dans les séances de cours, moi, mes élèves disent toujours, vous avez demandé pourquoi, vous avez demandé de justifier. Bah oui, on revient. En fait, on va quand même toujours, on va à eux, ce qu'ils sentent, après, hop, on retourne au texte. Ouais, c'est ça, il faut qu'ils comprennent que c'est pas le texte, c'est un prétexte pour une discussion à bateau. Non. On y revient. Ah oui, qu'est-ce qui fait dire ça en texte? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des phrases que je dis tout le temps avec mes élèves. Mais les élèves, on le sait, les rituels, les choses répétées. Prof, de toute façon, c'est un métier de répétition, mais c'est comme complètement. Et c'est rigolo de voir que d'ailleurs ils anticipent exactement que vous allez nous demander pourquoi, parce qu'ils savent et ça les rassure et ça permet qu'ils intériorisent aussi. Et j'ai envie de dire, c'est gagné. C'est-à-dire qu'ils savent que quand ils disent quelque chose sur un texte, ça doit être étayé et argumenté. Il y a la voix de la prof qui... Ah ouais, mais ça, moi je me dis, quand les élèves ils me disent ça, ah oui, j'ai pas argumenté, je reviens. Non, je justifie pas bien, je reviens. Je me dis, ah bah j'ai tout gagné là. Ouais, là t'as gagné un truc. Enfin voilà, donc t'as inculqué pas seulement des compétences, mais une vraie méthode derrière qu'ils vont garder avec eux, quoi. Bah j'espère en tout cas. On sait jamais, hein. On a des petites graines et on voit pas dans le long terme, mais j'espère que les petites graines elles vont germer et continuer. Et surtout qu'ils vont continuer à prendre du plaisir à lire. Et qu'ils voient ce que ça leur apporte aussi à leur intériorité. Et ça, t'as eu des retours qualitatifs, que ce soit de tes élèves ou pendant l'expérimentation, d'élèves qui leur peut-être pas assez de recul, mais voilà, qui peut-être l'exprimaient ça, qui disaient c'est génial. Alors c'est marrant que tu me dis ça. C'est marrant que tu me dis ça parce que moi ma thèse elle est partie de ça, d'élèves donc dans 2 cas précis qui me racontent des trucs de leur vie et qui prennent des exemples de ce qu'on a fait en cours. C'est pas vrai. Ouais, donc premier exemple c'était sur la parure avec Mathilde Loisel, une fille qui pleurait etc. Et qui me dit non mais là je me sens trahi. Bon je divulgage, je spoil un peu la fin de la parure. Donc, si vous connaissez pas, ne m'écoutez pas. Disez-le quand même, c'est très bien. Ouais, je me sens trahi comme Mathilde à la fin de la parure. Vraiment c'est horrible. Donc voilà. Génial. Et tu penses que c'était parce que c'était fort pas quoi. pour faire plaisir à la prof quoi. C'est vraiment. Ah bah non mais elle pleurait. Enfin tu vois elle pleurait etc. Et une autre élève en sortie. Donc là c'était un cas vraiment avec une très forte émotion donc c'était chouette. Et l'autre cas c'était une élève qui c'était plutôt sur le ton de l'humour tu vois en sortie scolaire quand tu discutes etc. Et elle me parle de sa copine, elle me dit ah non mais là c'est pas qu'elle kiffe Antoine mais c'est qu'elle l'adule, mais c'est comme Hippolyte avec Phèdre, enfin Phèdre avec Hippolyte en l'occurrence. Ah oui en plus c'est du solide comme référence en plus. Elle me dit ça parce qu'on venait de faire on travaillait sur le coup de foudre voilà on a travaillé sur le coup de foudre et je me dis mais c'est génial parce que c'est le but de lire, je veux que ça les nourrisse et qu'ils se rendent compte que ce qu'ils vivent il y a de l'universalité. Et d'autres gens que eux l'ont vécu. Voilà, exactement. Quelque chose de rassurant pour des ados en recherche de repères. Ah oui. Et en fait, c'est de ça que c'est parti ma thèse. Je me suis dit, mais waouh, c'est trop puissant. Et je suis sûre qu'il y a moyen de le faire de manière plus systématique et structurée. Et si moi je le vois dans ma salle de classe, c'est sûr qu'il y a des gens brillants qui ont pensé avant. Et voilà, il y a tous ces chercheurs sur la lecture littéraire qui nous donnent plein d'idées pour systématiser ce sujet lecteur. Génial. Et et avoir des méthodes un peu concrètes. Voilà. Et oui. Et puis, enfin, je pense à d'autres exemples sur l'argent fait-il le bonheur. Enfin bref, on a étudié plein de textes à un moment avec des élèves. Et à la fin, une élève qui vient de me dire, entre tel et tel texte, je me rends compte quand même que je commence à changer d'avis. Et je me dis mais c'est chouette. Enfin. Ouais, ça a une influence sur sa. Bah, sur personnalité, ses valeurs ou sa vie. Mais c'est ce que nous, en tant que lecteurs, c'est pourquoi en tant que lecteur lectrice on lit, on sait que ça influe sur notre personnalité, nos croyances, notre connaissance du monde et c'est ce que dit je le répète encore mais les programmes quoi, la littérature, je l'ai relu juste avant de venir pour le cycle 3, il disait la littérature en gros participe à la construction de soi et à notre connaissance et construire notre à la connaissance du monde. Une connaissance du monde, ça nous ouvre à l'autre et à nous-mêmes. Donc on peut peut-être parler justement de ça ouvre à l'autre parce que là on parle beaucoup d'intériorité, enfin tu l'as dit de toute façon en intro du live on ne peut bien connecter avec l'autre que si on est connecté à soi, à ses émotions, mais est-ce que tu as tant qu'on est dans le chapitre un peu des exemples concrets ou des exercices concrets, des choses, des exercices qui peuvent être orientés sur le lien et ça peut être aussi dans la modalité d'exercice ou dans ce que tu leur fais faire, tu vois, le lien entre les élèves et... Dans la lecture littéraire, on dit qu'il y a 2 choses, c'est donc impliquer le sujet lecteur, donc c'est ça la subjectivité, mais on est en classe et on est dans un collectif. Et donc ce qui est intéressant, c'est aussi que l'élève voit ce que le collectif lui apporte.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est toutes les notions autour du terme de communauté interprétative. Transformer la classe en communauté interprétative. Alors ça, c'est une notion didactique qui, je sais pas si elle parle à tout le monde, notamment aux enseignants qui n'ont pas encore débuté. Enfin, communauté interprétative. Moi, ça me parle pas, je t'avoue. Ouais, voilà. Non, je vais être honnête. Je vais représenter tous ceux derrière leur écran. Donc, je suis pas sûre que ça parle. Mais c'est l'idée de dire, en fait, en classe, on doit pas juste superposer les lectures de chacun, mais on doit aussi voir qu'est-ce qui est partageable par tous et qu'est-ce qui crée des divergences. On trouve un peu le rôle de facilitateur. Ah oui, bah voilà, complètement. C'est le prof qui fait des liens entre ce que disent les élèves, montre un peu les mettre en connexion, c'est ça? Exactement. Et c'est tout ce qui est attrait au débat interprétatif. D'ailleurs, si vous tapez sur Eduscol, enfin sur Google Eduscol cycle 3, débat interprétatif, vous avez une fiche Eduscol qui est super bien faite sur comment en fait conduire concrètement dans vos salles de classe des débats interprétatifs avec des gestes pratiques et des exemples en plus. Pour le secondaire, pour le primaire cycle 3. Donc ah oui, pardon, c'est cycle 3, donc CM1, CM2, 6e. Ouais. Mais la fiche, elle est vraiment très bien faite. Et donc, voilà, dans l'actualité, on dit ça aussi parce que le but, c'est d'aller aussi vers le collectif. Donc souvent, il y a un peu ce temps seul. Au début, on récolte les impressions de lecture de l'élève. Après, il y a un temps où on va mettre en commun. Et le but c'est de voir qu'est-ce qu'on va partager, qu'est-ce qu'on peut tous partager et qu'est-ce qu'on partage pas. Et parfois on peut faire aussi des débats. Bon là j'ai vraiment un exemple. Je sais pas si Jean Valjean a-t-il eu raison de se dénoncer. Enfin à un moment on incrimine quelqu'un d'autre à sa place pour aller au bagne et lui il sait ça parce et il voit l'autre qui va aller en prison à sa place et au moment où il va aller en prison au procès il dit non mais ce monsieur là ce n'est pas lui, il n'est pas Jean Valjean, c'est moi Jean Valjean et regardez j'ai mon tatouage de quand j'étais au bagne avant, etc. Enfin bref. Et alors est-ce qu'il a eu ou non raison de se dénoncer? Donc, les élèves peuvent dans leur coin réfléchir et après on peut faire un débat tous ensemble sur le oui ou non. Et ce qui est hyper intéressant, donc là je vous donne un exemple précis, mais dans tous les cas, dès qu'on fait des débats interprétatifs, où on se met en commun comme ça, ce qui est intéressant, c'est à la fin de reprendre un moment individuel et leur dire aux élèves, alors, est-ce que après ce débat, tu as toujours la même position, oui ou non? Est-ce que ta position, elle a évolué? Peut-être qu'elle n'a pas évolué, elle en sort renforcée, parce que grâce à ta camarade, tu as eu des arguments en plus, ou peut-être qu'elle a été nuancée, parce que tu as eu d'autres arguments contradictoires qui t'ont convaincu. Donc tu les encourages à pas juste répondre oui ou non, mais à justifier à partir de ce que d'autres gens ont dit. Oui, donc d'abord, déjà tout seul, ils doivent justifier. On confronte au collectif. Ah ouais, on revient au collectif. Enfin, c'est un tout seul, deux au collectif, on leur fait le débat, moi j'archive au tableau, etc. Puis c'est des moments où ils adorent, quoi. C'est pas facile à cadrer, mais au fur et à mesure, en fait, on prend l'habitude. C'est sûr que, et c'est des moments que les élèves vraiment affectionnent. Comment tu gères la timidité, la peur de certains de prendre la parole? Je crois que j'ai vu passer dans le chat une question. Alors c'est une question sur l'expression des émotions devant les autres, mais émotion, opinion, dans tous les cas. Alors opinion, c'est plus facile pour eux que émotion. Et donc il y a plein de techniques parce que surtout on le disait parfois c'est pas du tout une posture à laquelle ils sont habitués et donc déjà ces travaux-là parfois on peut les faire en petits groupes. Des inégalités de genre, des inégalités sociales, on en parlait au début du live qui en plus viennent empirer encore. Ah oui, puis on veut que les filles aussi s'expriment par les garçons donc c'est pour ça que le temps quand on fait quelque chose de collectif comme ça, le temps seul au début, il est toujours fondamental. Donc déjà dans tous les travaux de groupe on le dit parce que comme ça chacun arrive avec quelque chose à présenter. Donc déjà, si j'ai réfléchi en amont et j'ai écrit mon idée, ça va être plus facile quand je serai en collectif. Y compris quand c'est plutôt de l'ordre de l'émotionnel. Oui. Surtout peut-être même. Bah surtout et comme on disait sur tout ce qui va être émotionnel, moi je passe plutôt par l'image, la musique, la musique, etc. Donc peut-être que ils vont choisir leur musique et après en groupe ils vont devoir se mettre d'accord sur quelle musique ils vont dire qu'elle est bien pour ce poème et pourquoi. Mais du coup, comme il y a un détour, c'est plus facile. Mais le temps seul au début, il est vraiment fondamental parce que chacun comme ça réfléchit et peut apporter quelque chose. Et après, il faut aussi donc avoir bien poser ton cadre de classe, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment du respect dans ta classe, avoir de l'écoute entre les élèves, etc. Donc ça, tu fais peut-être pas un débat interprétatif 10 jours après avoir pris en main ta classe. Ouais. Si le cadre de classe. Voilà, exactement. Touche au sujet de la gestion de classe. Qui est fondamental. Fondamental. Dans nos formations, notamment chez Passion Pédagogie, c'est vraiment un énorme. Le cœur, oui, bien sûr. On a une formation dédiée à ça et même dans toutes les autres, on a toujours des passages par ça. C'est vraiment. Oui. Mon début de carrière et on voit que c'est pas juste
pour passer un bon moment et que ça crie pas et que machin. C'est aussi parce que pour laisser la place à tout le monde de s'exprimer. Exactement, et que ça te limite pas dans les dispositifs que tu peux proposer. Quand tu vois une bonne idée dans une formation sur EduSchool, tu te dis pas ah zut, c'est trop bien, mais là dans ma classe c'est pas pour moi, ouais. C'est pas pour moi parce que mes élèves mais du coup il faut aussi aller progressivement. Parfois, alors moi dans le secondaire je peux le faire avec le prof doc. Je sais pas si parfois on peut être deux ou parfois on documentalise, donc celui qui gère le CDI. Et CDI, exactement, donc dans le secondaire je peux avoir ou on peut être en demi-groupe, donc je sais pas ce qui est possible. Parfois on a des demi-groupes au collège. Donc c'est plus facile. Il y a des dispositifs de double classe, de double prof. Et donc ça aide pour commencer à faire ces travaux de groupe. Mais sinon le but c'est aussi de les faire travailler peut-être par petits groupes, par exemple leur dire bah voilà sur ce poème là vous devez trouver une couverture, qu'est-ce qu'on mettrait, ou trouver le titre, enfin voilà, mais les faire travailler par petits groupes plutôt que pour un gros débat interprétatif par classe entière, pour aussi qui s'acculturent et qui prennent l'habitude de travailler en groupe, de s'écouter les uns les autres, de prendre la parole. Et après, il peut y avoir un rapporteur par groupe. Voilà, il y a les progressivement avant de faire un débat avec un cercle de lecture à 25 en rond. Non, qui peut être les gens parlent moins et d'ailleurs, donner des rôles, tu parles de celui qui restitue, mais je trouve toujours que, quand j'enseignais, le fait de donner des rôles assignés à chacun, et d'ailleurs, d'aller à rebours de la personnalité de chacun, c'est-à-dire par exemple le meilleur conseil peut-être qu'on m'a donné pour le travail de groupe, c'est le plus bavard ou le plus dissipé, c'est lui qui est responsable du volume sonore par exemple. Et donc tu le responsabilises à rebours de ce que tu crains de lui. Et puis en plus il développe la conscience du volume sonore, donc trop bien. Exactement, et ça les responsabilise, et du coup en retour ça peut aider ta gestion de classe, complètement, de faire des exercices comme ça. Super conseil. Non mais c'est vrai. Tu donnes tous les conseils, je me dis non mais t'as glisser. C'est bien si on arrive à être pratique, enfin de donner des choses pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que t'as le réflexe, on sent que t'es formatrice, que t'as le réflexe d'aller regarder dans le chat, c'est trop bien. N'hésitez pas, si vous voulez on va avancer, mais qu'on insiste sur une notion, sur une donnée. T'as Sylvain Connac, c'est marrant, on en parlerait. Ouais, c'est un auteur, c'est un chercheur et qui travaille beaucoup sur la... Travail en groupe, non? Exactement, et notamment la coopération des élèves. Voilà, c'est ça, on avait des formations à l'époque. Peut-être une dernière petite question avant qu'on passe au dernier chapitre, je vois l'heure qui tourne. Enseignement explicite, il y a plein de choses. Ah oui, il y a plein de choses. Alors moi j'attrape celle de Brice à la fin. C'est compliqué les opinions avec la laïcité. Est-ce que t'as pu être et Magali qui réagit à ça. Laïcité est un outil. Est-ce que peut-être que c'est quelque chose sur lequel t'as pas du tout travaillé, donc te sens pas obligé d'intervenir. J'essaie de réfléchir. Est-ce qu'il y a pu y avoir dans tes observations de classe des choses autour de ça? En fait, gros sujet. J'essaie de réfléchir, mais normalement, les élèves doivent pouvoir s'exprimer et apprendre à formuler une opinion. Enfin, ça fait partie en fait de la formation dans le socle commun de compétences, domaine 3, formation de la personne et du citoyen, formuler une opinion, même savoir formuler l'opinion de quelqu'un sans distancier et l'analyser, ça fait aussi partie des programmes. Donc en fait, pour moi, ça fait partie de notre mission. La laïcité, en vrai, c'est pas un problème pour nous c'est pas un frein en fait. Au contraire, j'imagine que c'est plutôt ce que veut dire Brice, c'est quand il y a des sujets religieux qui peuvent arriver. Et là, du coup, là, c'est plutôt la laïcité qui t'aide à recadrer en disant qu'on est dans un cadre de classe. Ouais, je pense que t'as raison de rappeler ça, sans rentrer là-dessus, mais c'est quelque chose sur lequel, notamment en prépa pour le concours, parce que c'est un gros sujet au concours, et on revient beaucoup, c'est que c'est, la laïcité est finalement plus un outil. Et une chance un peu dans ce contexte-là. Ouais, c'est ça, et un garde-fou, on pourrait dire, mais c'est pas le propos aujourd'hui, mais ouais, c'est bien d'évoquer ça, parce que c'est vrai qu'on peut avoir, et au-delà des sujets de religion, même dès que tu invoques des questions de valeurs et d'opinion. Oui. Quel espace ça peut faire peur aux profs de se dire il y a un espace là où un élève même juste par contestation ou parce qu'il est ado va essayer de venir me provoquer, dire un truc qu'il ne pense peut-être même pas d'ailleurs, mais juste pour voir, me tester un petit peu. Est-ce que t'as été confrontée mais en fait tu peux aussi leur expliciter, tu vois, moi les élèves ils savent que je leur dis mais c'est justement ça le truc dans la lecture, c'est qu'on va se mettre à la place de l'autre. Là par exemple avec Jean Valjean dans Les Misérables, on va écrire son journal intime. Donc vous allez vous mettre dans sa tête, vous allez être lui, et c'est ça un peu le truc, c'est que tu te décentres de tes opinions et tu endosses son point de vue. Sur l'Odyssée, pour la tolérance, c'est génial. Bien sûr, de toute façon c'est pour ça que la théorie de l'esprit est hyper importante à développer. Et donc du coup c'est un peu moins frontal avec l'Odyssée, ce que moi je faisais à l'époque et que je trouve que
je trouve que c'est un chouette dispositif, mais il y a plein de gens qui le font, c'est des carnets de voyage, c'est-à-dire que donc les élèves ils suivent les aventures d'Ulysse, et moi je leur faisais piocher, j'avais créé avec une collègue plein de petits noms grecs avec un caractère, donc quelqu'un qui va être belliqueux ou quelqu'un qui va être timide, enfin bref, plein de caractères, ils étaient pas tous guerriers finalement, et on est des compagnons d'Ulysse, et on est sur son bateau, et chaque truc qui vit, et ben nous on va le raconter dans notre journal de voyage de notre point de vue. Et avec notre caractère. Donc en plus, comme ça, ils apprennent aussi à endosser un autre point de vue, etc. Ah ouais, quel travail pour eux. Et ils adorent. Tout en se disant, ok, moi je suis timide, donc je suis censée raconter. Ouais, voilà, de mon point de vue. En tant que quelqu'un de timide. Voilà, exactement. Un travail d'imagination, c'est génial pour eux. Mais pour ce que dit Brice, je comprends que ça peut poser problème, enfin ça peut créer parfois de la peur, mais ça fait partie de notre rôle en tant qu'enseignant, d'aider les élèves à se décentrer et d'apprendre en fait à exprimer une opinion. En avoir une, et deux, la formuler. En avoir une déjà, ça aide. Mais surtout la formuler, savoir s'exprimer, etc. On va attraper une autre question, une personne qui doit partir, et je rappelle que le live sera en replay, hein, vous inquiétez pas. Alors t'en as vu une autre? Non, mais ça me fait rire que Laïla, elle cite Mauriac, qui est aussi, on accroche dans ma thèse aussi une citation de Mauriac sur la lecture et sur le rôle de... je peux peut-être la lire pour ceux qui sont peut-être pas sur le chat en question. La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté où l'esprit s'enrichit, se diversifie et apprend à comprendre des perspectives nouvelles. Merci Laïla pour cette citation. Je crois que ça fait merveilleusement et très joliment écho à la discussion qu'on est en train d'avoir. Donc ouais, c'est chouette. Et donc ouais, tu l'as cité aussi dans ta... Alors pas exactement ce passage, mais oui, sur le fait que ce qui légitime cet absurde métier d'être écrivain, c'est d'accroître la connaissance du monde et permettre au lecteur, lui il dit de manifester aux autres plus de compassion et de pitié. Okay. C'est les termes qu'il utilise. Non, compréhension et pitié, il dit. Compréhension et pitié. Donc on n'est pas loin de théorie de l'esprit et empathie. Exactement, ouais, on est toujours dans ces compétences psychosociales, dans cette intériorité et ce lien avec l'autre. Voilà. Mais en fait, ça fait consensus, que la littérature, elle permet de se construire soi-même. Et l'objectif, pour moi, c'était vraiment de dire, comment on peut systématiser ça dans la classe, formaliser ça. Juste en donnant un livre et en disant à l'enfant débrouille-toi et ça va finir par venir tout seul, mais en créant des situations dont tu nous as donné pas mal. Exactement. Et en fait, la lecture littéraire, ça permet de faire les deux à la fois. D'une pierre deux coups. À la fois, c'est efficace. Non, mais c'est ça, mais ça permet de... Pour le syndicat de la lecture littéraire. de faire progresser les élèves en compréhension de l'écrit, d'une part, et de l'autre part, de développer leur CPS. Et comme on n'a pas forcément le temps de faire de travailler sur les compétences psychosociales, alors que c'est une vraie problématique de l'école, je pense que vous en avez entendu parler actuellement, avec les cours sur l'empathie. Sur EduSchool, il y a 3 volumes de nouveaux cours sur l'empathie qui ont été créés l'année dernière. L'éducation à la vie affective aussi, qui fait partie des programmes. Mais exactement. Les profs nous disent, on n'a pas le temps. Je dois faire cet élément, c'est ça, on n'a pas le temps, je sais pas très bien comment le traiter. Et là, on intègre au disdisciplaire, donc c'est quand même... Ça devient raccroché aux différentes matières et plutôt qu'un petit bout décroché. Ouais. Sachant que quand même, parce qu'on a quand même parlé des CPS au début et c'est quand même un gros sujet, tout ce qui est compétences psychosociales, on peut pas juste en faire une activité de 20 minutes par jour ou par semaine pour travailler la gestion des émotions, communiquer efficacement, se témoigner de l'empathie, savoir s'écouter, etc. Il faut aussi que, en tant qu'enseignant, nous, ça irrigue nos pratiques au quotidien. Parce que si on fait 20 minutes comme ça, on dit aux élèves qu'il faut s'écouter ou se témoigner de l'empathie, et qu'après nous, on valorise pas l'erreur, on pose pas un cadre qui est clair et positif, etc. Ça rentre en dissonance. On leur avis, on leur demande pas de se mettre à exactement, voilà. Conflit, ouais, c'est ça. Et donc nous, en fait, ça doit vraiment irriguer notre posture en fait professionnelle, d'être à l'écoute des élèves, d'être souriant, de valoriser leurs erreurs, de communiquer avec eux. Enfin bref, c'est peut-être même un travail que l'enseignant peut faire pour lui-même aussi. Ah bah oui, bien sûr. Peut-être se connecter avec les valeurs qu'il veut transmettre à ses élèves. Est-ce que tu as des ressources, peut-être qu'on dérive un petit peu par rapport à ton sujet de recherche, mais est-ce que tu as travaillé un petit peu sur ça, sur comment l'enseignant peut s'outiller et s'enrichir personnellement ou sur quoi ton sujet. Sur quoi exactement? Sur un peu parmi le champ des compétences psychosociales, peut-être discerner, tu vois, celles qui sont vraiment fondamentales pour moi, et ensuite se dire concrètement, ok, dans mes maths, dans l'histoire, dans le... alors ça, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vraiment le tout début de la recherche, sur les compétences psychosociales liées à la discipline scolaire. Tu vois, moi, ma thèse était un peu un des premiers sur le sujet lecture et CPS, et là maintenant, moi, je continue à travailler en recherche
en contrat postdoctoral sur justement, enfin je commence ce mois-ci, sur les matières scientifiques et les compétences psychosociales. Donc pour le coup, c'est pour ça que j'ai pas encore trop de réponses à te donner. Ouais, mais du coup, c'est un sujet, ça m'intéresse déjà, c'est une réponse de dire en tout cas, c'est balbutiant en recherche et on voit bien de toute façon que c'est pratique, les CPS, donc l'école s'en empare et à juste titre. Pourquoi? Parce que la recherche, pour le coup, elle est très claire sur le sujet. Un élève qui a des compétences psychosociales qui sont développées, avoir des bonnes compétences psychosociales, c'est prédictif de réussite scolaire, de bonnes performances, de bons résultats scolaires, mais aussi d'un bien-être à l'école. Parce qu'on va moins être harceleur, moins être harcelé, mieux comprendre les attentes des autres, plus facilement réussir à se faire des amis, comprendre l'implicite, etc., mieux communiquer. Et donc du coup, c'est pour ça que voilà, on met le paquet dessus quoi. Ouais, parce qu'on sait que c'est important. Oui, et ça va venir ensuite nourrir tout le reste. Et ça nourrit tout le reste. Et ça c'est voilà, la recherche sur ça, elle est très très claire. Et c'est pour ça qu'en fait on met le paquet dessus. Mais du coup, on voit bien. Il y en a qui disent bon bah ça doit irriguer nos pratiques au quotidien mais ça doit être comment nous on parle aux élèves, mais ça doit être aussi comment ça se passe avec notre hiérarchie en fait, parce que tout ça tu vois, ça devrait être à tous les étages en fait, l'empathie. Ouais, parce que t'es dans ta classe finalement avec ta personnalité. On dit qu'un prof est un peu un acteur devant sa classe. C'est vrai parce que tu forces un peu le trait, bah je sais pas, t'arrives bien sûr, tu vas pas le montrer, donc il faut un peu. Mais n'empêche que à un niveau assez profond, bah tu viens aussi avec qui tu es, ça se sent, les élèves sont des éponges, donc si il faut être en adéquation totale, ouais. Exactement. Si tu joues un rôle, mais qu'ensuite tu t'arrives pas à le tenir dans le reste de ta vie, mais bon, ça c'est concrètement. Après c'est normal d'abyssal, hein. Mais pour les jeunes profs, c'est quand même normal de sentir que quand ils arrivent dans leur établissement, ils ont l'impression de jouer un rôle. Enfin, je sais pas toi. Ouais, c'est vrai. Faut quand même le rappeler, je pense, parce que moi, je restais au stade Noël prof. J'ai enseigné que 2 ans, donc effectivement. Mais moi, je me souviens que tout début, quand je sortais du bus, j'ai l'impression de prendre ma cape de prof. Ouais. Et d'avoir cette espèce de stature qui maintenant est devenue naturelle. Ouais, tellement la première année, t'as besoin de te rassurer. Moi c'était, tu dis cap, moi je disais armure à l'époque, hein, vraiment. Ah oui, je dis pas ça, je veux pas faire peur aux gens qui nous écoutent, qui vont devenir profs, parce que c'est comme dans n'importe quel métier, le début est difficile ou en tout cas il faut passer par une phase d'apprentissage, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu acteur et jouer un rôle, mais je trouve que plus du coup tu te connectes un peu à ok, je joue un rôle, mais il y a quand même 2-3 choses que j'ai envie de leur transmettre de moi, bah, plus je trouve que tu arrives vite à ce plaisir et à cette fluidité dont tu parles. D'aisance, ouais. Et pour revenir à ce qu'on disait un peu au début, parce que là tu parles quand même d'armure, et on parlait de contagion émotionnelle, et c'est quelque chose qui peut être difficile quand on est un jeune enseignant, quand on débute, et c'est un défi souvent auquel on pense pas. C'est le fait de ramener les problèmes des élèves à la maison. Ouais. Enfin, je sais pas si toi tu l'as vécu. Et en fait, voilà, parfois on est confronté à des élèves qui vont nous raconter mais des choses toutes bêtes, le divorce de leurs parents qui le vivent mal. Et ça peut aller plus loin, ça peut aller sur des violences physiques, sexuelles. Enfin bon, c'est pas très fun de rappeler ça ici, mais l'inceste ça touche un enfant sur 10. Donc normalement dans sa classe, je pense que statistiquement, on le dit jamais assez. On le dit jamais assez. Donc statistiquement dans sa classe ça peut arriver. Et donc voilà, enfin des élèves qui ont des envies suicidaires, des grandes dépressions. Et donc quand ils nous en parlent, parfois bah moi ça m'est arrivé d'être dans cette contagion émotionnelle, de dépasser ce stade d'empathie et de pas réussir à mettre à distance. Donc c'est aussi pour ça que tu parles d'armure, je pense, parce qu'on a aussi besoin parfois de se blinder. Et donc de nous-mêmes, en fait, c'est important de développer nos propres. Enfin, ça, vous voyez, on retombe sur nos pattes. Sur nos pattes, voilà, c'est ça. Parce que tout se recoupe. De nous être très solides sur nos propres compétences psychosociales. De savoir mettre des limites aussi. C'est ça, mettre des mots, mettre sur ce que les élèves vivent, comment on peut les aider, distancier un peu, quoi. Complètement, être en empathie avec eux, mais pas être dans la contagion émotionnelle, ce qui est difficile. Ouais. Et même pour des adultes. Bien sûr, mais voilà. Je vois l'heure qui tourne, ça, mais c'est tellement passionnant. Est-ce qu'on se donne un petit temps pour petite dernière question, je regarde dans le chat et je remercie Brice qui a déjà mis tout de suite la fiche débat interprétatif. Ah génial. De Ediscol. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a une question sur les valeurs de la République, mais bon là peut-être qu'on dérive un peu de tes sujets de prédilection, mais Rénal, c'est une super question. Je sais pas si vous êtes chez Objectif CRPE ou Passion Pédagogie, mais ça c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec des experts, des inspecteurs d'académie et conseillers pédagogiques sur les valeurs de la République, et typiquement pour le concours notamment, il y a une je sais, c'est pour ça, tu vas savoir, on te donne 2 situations en situation scolaire et comment tu réagis en mobilisant ton rôle de fonctionnaire et valeurs de la République. Et on en a un peu parlé, peut-être qu'on n'y revient pas quand on est passé tout à l'heure sur comment tu réagis à différentes réactions d'élèves, mais merci, c'est intéressant comme question. Je crois que Rénal, j'ai l'impression, est enseignant, donc il met le ancien pivoine, génial, ancien élève de la prépa, ravi de vous revoir. Et il nous dit, on ramène pas à la maison, on ramène ça en salle des profs, et on partage avec les collègues. Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi, c'est idéal, et franchement, bravo si t'y arrives, mais moi,
jusqu'à très récemment, il y a des situations où j'arrivais pas à couper. Hein. Et je le savais, après, le fait déjà d'identifier le problème, etc. Ouais. Ça aide. C'est bon, c'est signe que t'es vraiment investi. Oui, mais bon, faire après... entendre ça que l'inverse, mais voilà, bien il faut sûr. en avoir conscience pour travailler, comme dans tous les métiers du social, j'imagine, arriver un petit peu à avoir ce juste niveau. Cet équilibre, parce que notre bien-être à nous, il est aussi important pour suivi des élèves. Peut-être une petite dernière question, un petit dernier sujet que je voudrais aborder avec toi. C'est que tu parlais tout à l'heure de co-conception pédagogique. Ça peut intéresser certains enseignants, peut-être ceux qui ont déjà un petit peu de bouteille. Donc tu disais que les enseignants que tu as formés, donc du groupe test qui mettait en place la lecture littéraire, donc tu les as formés à la lecture littéraire et ensuite ils ont dû concevoir des séquences et des séquences comme le font tous les profs qui nous écoutent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le faisaient en co-conception. Ensemble, tout, c'était combien, comment ça se passait, c'était en team, c'était en présentiel. Alors déjà pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi je voulais vraiment que mes résultats ils soient le plus possible accessibles dans un futur proche aux enseignants. Donc je voulais pas prendre un dispositif un peu idéalisé de lecture littéraire de chercheurs et dire aux profs tiens, tu fais ça pendant 2 séquences, donc c'est quand même assez long, et on en reparle après. En plus, pour maximiser son engagement pendant la séquence, je voulais qu'il y ait un sens d'appropriation et que voilà. Et donc je les ai formés, et comme c'était un stage de formation continue, donc c'était vraiment dans un format normal, et dans ce stage PAF, donc à l'époque ça s'appelait le PAF, donc le plan de l'académique de formation, qui est pour le secondaire, pour le premier degré, ça n'existe pas. Non, il y a des constellations maintenant. Oui, voilà, ça a changé, ce qui est très chouette. Et en fait, du coup, il y avait un temps vraiment de formation un peu classique où je leur expliquais ce que c'était la lecture littéraire, il y avait des boîtes à outils, on définissait bien les termes, etc. Et après, on a transféré ensemble ça, donc on a transposé ça dans 2 séquences. Donc ils étaient 10 et je les ai mis par groupe de 5. Et là, donc j'avais cadré quand même cette co-conception parce qu'on avait un temps qui était limité. Et mais c'est un peu ce que je te disais, quand tu veux co-concevoir ensemble, tu es très clair sur ton objectif final, où est-ce que tu veux, quelles compétences tu vises aux élèves, et tu parles même limite de l'évaluation, de où est-ce que tu veux les faire arriver. Donc quand t'as l'évaluation là, disons on va dire en haut, le sommet de la montagne, tu sais d'où tu pars, et donc tu sais aussi toutes les compétences, les petits blocs, les briques que tu dois construire avec tes élèves pour arriver jusqu'en haut. Donc tu crées ton parcours d'apprentissage et seulement après tu scénarises et tu mets les activités. Tu dis qui sont fun, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà. Et du coup concrètement, comment et peut-être pour les gens qui nous écoutent, comment tu conseillerais à des profs de s'y prendre s'ils veulent faire des séquences à 2, à 3 un peu comme ça. Donc c'est-à-dire je comprends que parce que c'est un peu le réflexe qu'on a quand on est enseignant débutant mais que même moi ça m'arrive de faire encore aujourd'hui, d'aller voir un peu partout, grappiller, picorer, de voir ce qui se fait. Et le réflexe qu'on a qui est pas le bon, c'est de te dire tiens, cette activité elle est cool, je veux la faire. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ça c'est chouette. Les élèves ils vont être motivés et tout, mais c'est un truc qu'on a tous fait. Donc en fait, si tu pars comme ça tête baissée, tu perds de vue ton objectif. Ouais. Donc d'abord regarde un peu de partout ce qui se fait sur ton sujet, sur des blogs, sur des manuels scolaires, etc. Super, ça t'inspire. Après, tu te poses avec ton collègue et tu dis, ok, nous, c'est quoi la compétence là qu'on vise de faire développer aux élèves à la fin de ce chapitre, de cette séquence? Ils doivent savoir faire quoi? Et c'est un consensus entre les deux, on dialogue ensemble pour se mettre d'accord sur le même but. Et on se répartit. Non, on se met d'accord sur l'objectif. Non. Ça, il faut être hyper d'accord. Et en fait, et après, en disant, ok, alors pour atteindre ces objectifs-là, donc c'est là aussi où ça peut diverger. Peut-être que il y en a qui sont plus près de l'objectif que d'autres entre les deux collègues s'ils sont pas dans le même établissement. Donc faut quand même être clair sur les compétences à construire et seulement après on crée les activités. Ça c'est assez important. Et là pour créer les activités, on se répartit, tu peux te répartir et après oui, on peut souvent il y a un peu un fil conducteur pour arriver jusqu'au truc au bout, mais ça peut être un qui les crée quand on s'est mis d'accord sur un peu ce parcours. Je vois que c'est un peu théorique quand je vous dis ça, mais en fait partir de l'objectif final et même de l'évaluation. Qu'est-ce qu'à la fin de ce chapitre l'élève doit être capable de faire? Franchement, ça vous fixe le cap et on se perd pas dans 1000 activités qui vont faire travailler trop de compétences qui sont pas le cœur. Ouais. Et ça c'est vraiment important. L'écueil notamment au début, mais bon, je pense que ça arrive souvent. Ouais, bien sûr. Trop de choses. Exactement. Trop d'exercices, on stresse, on a peur de la page blanche, du vide, du moment où les élèves ont fini, et ils nous regardent comme ça. Ouais, exactement. Généralement, c'est l'impression. Et du coup, et après on se perd. Et non, et après, ça peut être, quand on s'est mis d'accord sur ça peut être un qui crée des activités,
parce qu'il y a aussi un problème de temps, mais qu'on est vraiment d'accord déjà sur le but final. Et après, l'autre, il va nous challenger, il va nous mettre au défi, on va expliquer, pourquoi tu fais ci et comme ça, et là, ta consigne, tu la passes comme ça, et à l'écrit, à l'oral, combien de temps. Un peu comme ça me fait penser aux épreuves orales du concours. Exactement. Ça ressemble un peu à ça, un métier. T'expliques une leçon, en fait. Ouais, exactement. Et pourquoi tu l'as fait et comment. Voilà, devant des collègues qui sont en capacité de te challenger un peu. Trop bien, super intéressant. On va tranquillement se diriger vers la fin de l'interview. C'est génial, on a évoqué tellement de choses. Est-ce que pas de regrets? Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Alors, je m'excuse d'avance pour si on a raté des questions. On a raté pas mal. C'est sûr. En plus, honnêtement, je vais être honnête avec vous. Je suis pas sûre que toutes les questions soient arrivées. On a un outil qui est un peu capricieux, donc qui normalement nous amène un afflux de questions de plein de plateformes différentes, les réseaux sociaux, le groupe des inscrits Passion Pédagogique que je salue, mais ça peut arriver qu'il y en ait qui se perdent. Mais évidemment, comme d'hab, ceux qui sont inscrits, vous pouvez poser vos questions dans la petite boîte à questions qui est sur votre espace à côté du live. Et voilà, s'il y a quelques questions, on approfondira bien sûr. Donc je pense qu'on va pouvoir tranquillement conclure. Un immense merci Sarah pour cet échange vraiment passionnant. Merci à toi et merci à vous. Est-ce qu'il y a des choses, un petit mot de la fin, quelque chose qu'on a pas, un conseil peut-être que tu donnes un conseil. Allez, enseignante avec quelques années de bouteille. Oui, alors là on parlait de co-conception. Et j'ai envie de dire, mais ouvrir sa classe. Alors, je sais que c'est pas facile en primaire parce qu'on a parfois cours ensemble, mais partager avec ses collègues, essayer de se former avec eux, travailler en collectif, c'est vraiment chouette parce que ça insuffle quelque chose de nouveau, ça donne de l'enthousiasme, de la joie, ça stimule et on fait quand même ce métier parce qu'on aime l'humain et c'est important d'y trouver de la joie et de l'enthousiasme. Et donc voilà, moi ça serait un peu mon mot de la fin parce que en fait le meilleur prof sera quand même celui qui prend du plaisir au quotidien à créer ses cours, à expérimenter avec ses élèves, à se tromper. Et c'est normal, on va se tromper, faire des erreurs avec nos élèves. Et il faut qu'on soit aussi indulgent avec nous parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pas grave, mais en tout cas, voilà. J'espère que vous allez continuer à trouver du plaisir dans ce métier. Génial. Quel magnifique mot de la fin. Un immense merci, Sarah. Vraiment, mais passionnant échange. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir été nombreux. En plus, c'était un horaire qui était pas forcément évident. Donc vraiment, merci d'avoir été là et poser plein de questions. Merci à ceux qui vont regarder ça en replay et voilà, de poursuivre l'échange avec vous. J'ai quelqu'un Rénal qui dit Eugénie, tu as été battue au niveau de débit. Écoute, c'est bien, c'est vrai que je me force à parler moins vite, mais moi aussi. Non, mais moi je t'ai trouvé très clair. J'espère que vous avez quand même compris malgré notre débit qui était peut-être trop rapide. Sinon, vous pouvez mettre généralement on conseille aux gens qui regardent en replay de mettre en x1,5 ou 2 quand ils veulent aller plus vite, notamment ceux de la prépa. Donc peut-être qu'avec nous deux qui sommes des grandes parleuses qui parlent vite, vous pourrez tester le x0,75 et nous dire ce que ça a donné. Mais bon, en même temps, il y avait tellement de choses passionnantes à entendre de toi, Sarah, donc je suis ravie si ça peut vous être utile, c'est l'objectif. Génial. Et merci à tous. Merci Cécile, Delia, Reynald, Laïla, Lizou. Merci Sarah dans le chat. J'étais entourée de Sarah aujourd'hui pour le plus grand plaisir d'avoir pu répondre et donner des éléments d'information sur la prépa Objectif CRPE, sur la formation continue Passion Pédagogie. Ceux qui nous ont pas encore rejoints, on sera ravis vraiment de vous accueillir, soit pour préparer le CRPE, soit pour vous accompagner à être des enseignants épanouis, comme disait Sarah. C'est vraiment notre mission et on pense que ça passe par la formation et par le partage d'expérience. Donc c'est ça qu'on veut vraiment vous proposer. Donc voilà, j'espère vraiment avoir l'occasion de vous retrouver. Et puis à bientôt, bonne fin de journée et merci encore Sarah. Au revoir Sarah. Avec Objectif CRPE, vous préparez votre concours à distance depuis chez vous. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce live avec des cours en direct. Et si vous avez des questions, on vous répond. Marine, est-ce que le live est disponible en replay? Évidemment, comme tous les lives, il sera disponible pendant toute la durée de votre formation. Notre équipe pédagogique est à l'écoute. Oui, le sujet est bien disponible. Pendant toute votre préparation. Les concours blancs, au cœur de votre préparation, vous permettent de vous entraîner. Et une fois le devoir terminé, un professeur vous le corrige en détail, en vidéo. Paul, quelques conseils. N'hésitez pas à consulter la remise à niveau sur l'arithmétique, puisqu'on voit. Enfin, pour les épreuves orales, vous vous entraînerez en face de membres du jury du vrai concours. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour le jour J. Et tout au long de votre préparation, vous faites partie d'une communauté de partage et d'entraide. Objectif CRPE. Mettons toutes les chances de votre côté.
Ça y est, c'est la fin de l'année. On retrouve à la fois nos étudiants, nos intervenants, tous nos professeurs et l'équipe d'Objectif CRPE pour fêter les nombreuses admissions de tous nos étudiants qui seront à la rentrée professeurs des écoles stagiaires. Félicitations pour cette admission. Merci, effectivement, je suis extrêmement contente. C'est presque le plus beau jour de ma vie, je dirais. Vraiment, on a travaillé ensemble, on a fait les écrits ensemble, on a fait les oraux ensemble, on a tout partagé du début à la fin. Tu te sens quand même vraiment un groupe, alors que finalement, c'est loin les uns des autres, on se découvre aujourd'hui. Que ce soit les écrits, les oraux, la difficulté que propose la prépa correspond totalement aux attentes du concours. C'était vraiment concret, c'était interactif. J'ai suivi vraiment les conseils que vous nous donnez. On s'est retrouvés à avoir des super bonnes notes, des meilleures notes que ce qu'on pensait avoir. C'est mon premier vœu, j'étais hyper bien classée. Sans la prépa, je pense que ça aurait été tout autre chose, donc du coup franchement merci. Moi si j'ai réussi le concours aujourd'hui, c'est grâce à Objectif CRPE. Ça y est, je débute vraiment ma vie et ce que j'aime, quoi. Je m'appelle Camille. Je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Anna. J'ai réussi le CRPE dans l'Académie de Versailles cette année avec Objectif CRPE comme organisme de formation. Coucou. L'année de préparation est assez intense. Une fois que j'ai eu mes codes d'accès, j'ai qu'une envie, c'est d'être à jour, de comprendre tous les cours et pouvoir y assister en live. La préparation nous permet d'adapter à notre rythme et de faire avec nos contraintes. Quand on bloque sur quelque chose, quand on a un souci, il y a toujours quelqu'un pour nous répondre. L'avantage aussi donc, de la prépa, c'est qu'il y a un groupe Facebook pour chaque promotion. C'est vraiment un groupe d'entraide. On est tous ensemble, on est une équipe. Les cours sont très intéressants, sont très bien construits. Après, au niveau des profs, ils sont tous géniaux. Objectif CRPE a une chance inouïe de compiler peut-être les meilleurs profs, pédagogues. J'avais toujours cette envie de réussir et je savais pourquoi on était là et pourquoi on voulait devenir professeur des écoles. J'avais eu un accompagnement vraiment de qualité. C'est vraiment immense comme dossier à construire, donc être accompagné par quelqu'un dans la profession, c'est vraiment important. J'ai suivi ses conseils et ma foi, ça a été payant. Je le dis, je le pense, c'est grâce à Objectif CRPE que j'ai eu le concours.